En attendant la compo, on regarde quelques secondes cette image parce qu'elle est belle, l'image de ce stade Vélodrome qui déploie ses différents tifos et ce maillot géant, et on découvre cette équipe concoctée par Bernard Casoni. Rémi, il y avait beaucoup d'absences, on le sait, on aura l'occasion de les voir tout à l'heure avec Vincent Alix, les suspendus les plus importants, Pires, Talma, Pérez, Keita Issa en sélection, Cyprien blessé depuis cette semaine, et Galas et Maurice toujours blessés. Difficile de faire une équipe, en tout cas ce qui est arrivé Bernard Casoni, il y a quand même du changement derrière. Oui, il y a du changement, pas dans le système tactique a priori, puisqu'il y aura toujours 5 défenseurs dont Franck Dumas à la baguette au poste de libéraux. On s'attend à retrouver Frédéric Brando dans le couloir droit, soit défenseur selon que son équipe défendra, ou plutôt au milieu de terrain. Ivan de la Peña sera chargé d'animer le jeu à la place de Robert Pires suspendu. Et puis en attaque, le choix a été vite fait pour l'entraîneur marseillais, puisque Cyril Pouget sera associé à Ibrahima Bakayoko. Et puis pour Claude Puel, futur champion de France, parce qu'on ne va pas se le cacher, il l'a déjà été. Tiens, on va l'écouter avant de voir son équipe avec Vincent. Claude, on peut s'attendre à un gros début de match de l'Olympique de Marseille. Comment vous allez appréhender justement ces premières minutes ? On est prévenu simplement de jouer notre jeu, et c'est vrai que nous aussi on a l'habitude de débuter pas mal, donc on verra bien. Donc gros début de match des deux côtés a priori ? Oui, il faut l'espérer, surtout dans de bonnes conditions et dans un bon esprit. Et dans un bon esprit, voilà le bon esprit, en tout cas on va avoir un bon esprit de Claude Puel. On sait qu'il y avait un absent, on l'a vu tout à l'heure avec Vincent, c'est Ludwig Giuli, suspendu pour la première fois de sa carrière. Voilà l'équipe, et simplement on hésitait entre Riese et Farnerud, côté Puel en milieu de terrain. C'est le jeune Suédois qui a été choisi. Oui, certainement pour ses qualités plutôt offensives par rapport à Riese. On s'attend également à retrouver donc Sabri Lamouchi sur le côté droit en lieu et place de Ludovic Giuli, évidemment pas forcément avec les mêmes qualité que Ludovic Giuli, mais Sabri Lamouchi a l'habitude d'occuper ce poste parfois en fin de partie. Sinon la composition est classique. D'Acosta par contre retrouve un poste de milieu de terrain défensif. Willy Sagnol regagne le côté droit de la défense, et voilà, sinon le reste est classique. Devant, Marco Simone sera épaulé par Trezeguet qui retrouve son poste après l'intérim de Perso et Gallardo à la baguette. Voilà, cet AS Monaco à la recherche de son 7e titre, et cet Olympique de Marseille à la recherche tout simplement du maintien. On entre avec les deux équipes et on profite de l'ambiance du Vélodrome. Voilà, cet Olympique de Marseille qui est à quelques points de son maintien en première division, mais qu'ils seront durs à prendre ces points, à commencer par ce soir, par ce match face à l'AS Monaco. Marseille et tout un peuple mobilisé autour de l'équipe et autour de la Provence d'ailleurs. Le quotidien régional, c'est un appel à la mobilisation générale, tous derrière l'OM. Les grands anciens ont tous témoigné dans le journal toute la semaine pour cet OM 99-2000. Et en face de lui, cet AS Monaco qui n'est qu'à 3 points, qui a une victoire, cette 20e victoire de la saison éventuelle avant un nouveau titre de champion de France. L'arbitre, c'est Monsieur Sars. Grégoire ? Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Lilian Martin. Lilian, déjà premièrement, pourquoi vous êtes vous échauffé ce soir sur la tribune nord ? Ouais, c'était pour un peu resserrer le groupe parce qu'on en a bien besoin. C'est un match important pour nous, pour le maintien. Donc on a voulu rester entre nous pour justement bien préparer ce match. Pour le club, ce soir, c'est l'heure et demie de vérité pour toute une région aussi. Ah, c'est clair, c'est pour toute une région. Et puis on n'a pas envie de voir Marseille en seconde division. Donc le 5 match commence à partir de ce soir. Et j'espère qu'on va prendre 3 points parce qu'on en a bien besoin. Dans le jeu ce soir, on doit s'attendre à une opposition de style vu le classement des deux équipes. Oui, deux styles et puis deux styles différents parce qu'on va évoluer à 5 derrière et je crois qu'ils évoluent à 4, donc ça va être deux styles différents, à nous de bien gérer ça. Merci Lille. Ah, c'est chaud en tout cas, il y a des petits papiers, les papelitos comme on les appelle en Amérique du Sud, qui volent partout dans le ciel du Vélodrome, et puis ces deux jeunes enfants qui vont donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Ce sont deux jeunes gamins qui sont traités à l'hôpital de la Timone contre le cancer.
et qui pense très fort à un autre de leurs copains qui s'appelle Roberto et qui lui n'a pas pu sortir de son lit d'hôpital. Voilà, ces gamins de l'hôpital de la Timone dont s'occupe entre autres Marcel Dib, qui est le parrain d'une association qui s'occupe des petits-enfants cancéreux de l'hôpital de la Timone. La concentration de Marco Simone et Ibrahima Bakayoko et Cyril Pouget autour du ballon pour donner le coup d'envoi de ce grand match de la 30e journée de ce Marseille-Monaco que tout le monde attend et qui pourrait voir Monaco champion de France ou voir éventuellement Marseille se relancer pour le maintien. Et c'est parti, Bakayoko avec Peter Luxin et tout de suite Ivan de la Peña. Léonard avec Gallardo et la première faute de Frédéric Brando. Voilà, Frédéric Brando qui occupe bien le couloir droit comme on l'avait signalé dans la composition d'équipe, et donc se retrouvera forcément dans la zone de Gallardo. Le dégagement de Patrick Blondeau, tête de Willy Sagnol, à nouveau Blondeau, d'Acosta, et la récupération suivie de l'accélération d'Ibrahima Bakayoko et l'intervention de Monsieur Sars pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est Ivan de la Peña qui va le frapper. Ça a été aussi une des grandes questions de Bernard Casoni cette semaine. Ivan de la Peña a-t-il 90 minutes dans les jambes? Ce n'est pas sûr. En tout cas, il débute cette rencontre et il va chercher à mettre le danger dans la surface de réparation. C'est repoussé par D'Acosta. La tête de Franck Dumas. À nouveau D'Acosta. Pouget. Directement vers Gallardo, qui a évité Peter Luxin. Et il continue d'accélérer l'Argentin. Et de position de hors-jeu. Et Trezeguet et Simonet, toute la défense marseillaise était montée. Oui, bonne coordination de la défense marseillaise qui prend le choix de lâcher le marquage individuel pour se positionner en fonction de l'adversaire et du ballon. Un dégagement de Stéphane Porato qui fait partie des 5 Marseillais ce soir sur la feuille de match qui ont déjà évolué du côté de l'AS Monaco. Et c'est tête de Philippe Léonard sous la pression de Bakayoko qui va offrir un corner à l'Olympique de Marseille. Voilà, des Marseillais qui entament le match sur le même rythme, avec la même envie qu'ils l'avaient fait face au Paris Saint-Germain il y a quelques temps. Toujours aller de l'avant, récupérer les ballons hauts, essayer d'enflammer le match, ce qu'attend le public. Richard Martini va monter. Et bien sûr, Ivan de la Peña va frapper ce corner pour l'Olympique de Marseille. Tête de D'Acosta. Blondeau qui avait devancé Marco Simone. Et sortie de Fabien Barthez pour une relance à la main vers Philippe Léonard. Et belle transversale jusqu'à Sabri Lamouchi. Petit peu court. Et confirmation, Rémi, qu'effectivement, Sabri Lamouchi va prendre la place et le rôle occupé habituellement par Ludovic Giuli. Lilian Martin au premier plan, Fischer derrière lui. Et là-bas, Reina, le jeune Loris Reina et Arthur Moses. C'est finalement la seule solution de rechange offensive pour Bernard Casoni. Dumas. Et la bataille entre Philippe Léonard et Cyril Pouget. Faute du défenseur belge. Là aussi, il y a beaucoup de jeunesse sur le banc des remplaçants monégasques. On a reconnu John Arne Riese ou bien Dado Perchaud. Blondeau. Luxin. Et le capitaine marseillais qui va essayer de chercher Bakayoko, suivi par Martin Djetou. Ce sera un beau duel à suivre d'ailleurs, Grégoire, ce duel entre Martin Djetou et Ibrahima Bakayoko. En attendant, il a raison, Jean-Paul Josse se régale des champs des 2 virages, le virage nord qui répond au virage sud. En ce début de rencontre, la mobilisation est générale derrière l'Olympique de Marseille. Dégagement de Frédéric Brando, tête de Léonard, d'Acosta à Bardonado. Allez, qui va mettre le premier ce ballon au sol? C'est Marco Simone vers Marcelo Gallardo. Et ils s'y sont mis à 2 les Marseillais. Brando et Martini pour arrêter le prodige argentin. La touche est néanmoins pour Monaco. Gallardo avec Philippe Cristambal.
Ouais, côté marseillais, la priorité du jeu, c'est surtout, dès qu'on a perdu le ballon, de se replacer en zone et d'aller presser le porteur du ballon. Gallardo qui emmène ce ballon, va-t-il pouvoir le négocier avant sa sortie? Non. Lui qui a déjà été champion, mais pas en France. C'était avec son club de River Plate à Buenos Aires et dans le championnat argentin. Mais forcément, ces ambiances comme celle qui règne ce soir au stade Vélodrome, il connaît par cœur Marcelo Gallardo. Dégagement de Fabien Barthez directement sur Martini. Et hors-jeu, retour de position de hors-jeu pour Cyril Pouget. Léonard Gallardo s'entête sur le côté gauche pour l'instant du côté de l'AS Monaco. Mais d'ailleurs, ce qui est très significatif du jeu de Marseille, c'est que Bernard Casoni, qui demande de prendre Gallardo au marquage, dès que l'OM récupère le ballon, lui demande de participer au jeu. Donc il lui dit simplement, ne reste pas au marquage, va participer au jeu. C'est-à-dire que dès qu'il perd le ballon, l'équipe marseillaise doit coulisser et doit partir en pressing un par un en laissant, je dirais, son joueur de marquage. Autant dire qu'il faut de la concentration pour tout ça, côté marseillais. Et il en faut poursuivre des artistes comme Marco Simone, le tacle de Martini. Et faute derrière, sous les yeux de M. Sars. Faute sur Marco Simone. Oui, suite à ce bon tacle, un petit peu manqué tout de même de la part de Richard Martini, qui ensuite vient commettre cette faute qui va donner au Monégasque l'occasion d'obtenir un bon coup franc. Et Marco Simone qui n'a jamais joué avec Monaco ici au Vélodrome et qui dit que le Vélodrome serait l'endroit idéal pour être sacré champion. Pour l'instant, mathématiquement, les Monégasques ne le sont pas encore. Et ça bouge beaucoup dans la surface de réparation pour recueillir ce coup franc frappé par Gallardo. La tête de Jérôme Leroy directement sur Willy Sagnol. Il n'y avait pas d'enjeu pour Farnerud. En revanche, il y en avait d'autres. Il y avait Martin Djetou qui était resté à la traîne. C'est bien joué de la part de Farnerud qui est venu de derrière. Voilà, on le voit, lui, il est vraiment pas hors jeu. Par contre, ça traîne énormément, c'est vrai. Surtout du côté de Martin Djetou qui évidemment fait action de jeu puisqu'il est complètement dans l'axe du but. Voilà la direction de l'Olympique de Marseille qui a derrière Roger Hanin. C'est donc décidément la mobilisation générale. Et c'est, on le disait, le 4e match simplement comme titulaire pour Farnerud. De quoi l'aguerrir un peu plus. Le jeune Suédois, centre de Pouget, détourné par Philippe Léonard. Nouveau corner pour Marseille. Voilà, à l'origine de cette action, un ballon tout de suite en profondeur sur le côté de la part de Peter Luxin qui a ouvert sur Cyril Pouget. C'est en allant vite vers l'avant souvent que l'on arrive à déstabiliser les adversaires. Et à nouveau Little Bouddha pour frapper le corner marseillais. Monsieur Sars, lui, essaye de faire respecter les contacts dans cette surface de réparation. Tête encore une fois de Dacosta. Et il n'est pas éloigné complètement le danger. Il l'est finalement avec cette bonne prise de balle de Fabien Barthez et la relance à la main dans l'axe vers Sabri Lamouchi. 4 contre 4. Si Lamouchi accélère, il a Trezeguet devant lui. Il a Gallardo sur sa gauche. Et bon retour de Franck Dumas alors que Marco Simone, regardez-le avec les bras dans les cieux. L'attaquant italien qui attendait la passe de Sabri Lamouchi, mais elle n'est pas venue. Ballon toujours monégasque. Philippe Léonard. D'ailleurs, Jérôme Leroy. on a vu exactement ce que Bernard Casoni ne veut pas, c'est-à-dire qu'il veut que chaque fois, s'il y a 4 joueurs de Monaco, il veut 5 joueurs de Marseille. Il ne veut pas qu'il y ait un 4-4, un 3-3, un 2-2. Surtout ça, c'est sa priorité défensive. Il a dû avoir peur. Il a dû avoir peur sur cette contre-attaque. Il n'aura pas peur sur cette nouvelle position de hors-jeu de Marco Simone. Et quelle était belle la détente de Fabien Barthez au ralenti. Il était monté très haut et c'est la preuve que côté ischio-jambier, tout va pour le mieux pour le gardien de l'équipe de France. Léonard, Barthez, bien sûr, champion de France, 97, déjà avec Monaco. Simone, directement sur la poitrine de Franck Dumas. Et il va se battre Marco Simone. On continue le pressing côté monégasque. La touche finalement pour l'Olympique de Marseille, effectué par Frédéric Brando. Lui aussi il a connu un petit peu le goût du Stade Louis II. Un seul match en 93-94 avant de filer du côté du Havre pour Frédéric Brando à l'époque.
le président, le manager général, le directeur sportif. Et forcément un peu d'angoisse sur tous ces visages-là. Luxin. Perte de balle sans trop de conséquences. Jérôme Leroy ayant récupéré et continuant à bien se battre face à Dacosta. Et on écarte côté gauche jusqu'à Blondeau. De la Peña. Le contrôle et tout de suite ce ballon vers Jérôme Leroy. Repris par Tristan Val. Pas de faute monégasque. Et l'amorce de contre-attaque avec Tristan Val. Pas pour longtemps. Bonne interception de Martini. Et l'OM qui pose toujours. Oui, bon tacle de Dacosta qui fait pour l'instant un énorme travail en milieu de terrain. L'international portugais. Alors que ça, ce sera un tout petit peu trop long pour Trezeguet. Tête de Martin Djetou. Leroy à la lutte avec Farnerud. Lamouchi tacle à son tour. Oui, on corrige toujours du côté de Bernard Casoni, car il sent que chaque fois que son équipe récupère le ballon, il y a souvent des joueurs qui partent de derrière, on oublie un peu ce qui se passe dans le dos, et il a énormément peur du contre à l'heure actuelle. Alors il est un peu embêté parce qu'il demande à ses joueurs de presser, seulement il y a beaucoup trop de joueurs qui participent au jeu offensif, donc il est en train un petit peu de calmer, il est en train d'essayer de trouver un équilibre au niveau de l'attaque et de la défense. Il y avait une belle ouverture d'abord de Dumas, centre de Pouget vers Jérôme Leroy, finalement repoussé par la défense monégasque. Brando, il est à droite, Bakayoko. Et l'extérieur du pied directement sur la tête de Willy Sagnol. Blondeau. Leroy. Brando, cette fois-ci il est passé. Bakayoko, mais le drapeau se lève pour l'international ivoirien. Et lui ne semblait pas. Oui, il y a peut-être Willy Sagnol, mais en tout cas, ce qui est significatif depuis quelques minutes dans le jeu marseillais, c'est la position de Leroy qui cherche à récupérer les ballons très très haut et qui n'hésite pas en deux occasions. C'est lui qui a reçu le ballon pratiquement en lieu et place d'Ibrahima Bakayoko que l'on voit à l'écran. Obligé de se coucher, Stéphane Porato pour assurer cette prise de balle. Il y a 3 libéraux en fait, côté Marseille. Il y a Franck Dumas pour la défense, Luxin pour le milieu de terrain et finalement Jérôme Leroy pour l'attaque. Ça ressemble un petit peu à ça. 3 joueurs essentiels dans la transmission côté marseillais. Et il a regardé à droite, à gauche. Peter Luxin pour jouer ce coup franc rapidement. Nouvelle interception monégasque, Sagnol. Il va continuer Willy Sagnol. Bien sûr, il n'est pas encore attaqué. Il y a énormément de place pour Marco Simone. Un petit peu court et trop profonde l'ouverture de l'arrière droit monégasque. En tout cas, la volonté de jouer haut des défenses s'exprime dans un chiffre déjà. 5 positions de hors-jeu, 3 du côté marseillais, 2 du côté monégasque. En 12 minutes, c'est énorme. Ouais, par contre, il doit y avoir un problème d'équilibre qui est en train aussi de rectifier Casoni sur le banc. C'est qu'il pense qu'il a mis de la Peña sur le côté gauche et que pour le moment, on ne joue pas du tout à gauche du côté de Marseille. Donc il est en train de demander à ses milieux de terrain, à Luxin, à Leroy, d'orienter le jeu plus vers de la Peña là-bas. Alors on va voir s'ils ont entendu Bernard Casoni, les Marseillais. C'est vrai qu'Ivan de la Peña est un petit peu collé à gauche. Et pour l'instant, pas très maître du jeu marseillais. Ce centre de Pouget sera bien capté par Barthez. On relance sur Gallardo. Léonard. Simonet. Farnerud. Djetou. Tristan Val. Et on progresse pas à pas côté monégasque. Farnerud. Gallardo. Les fautes de Jacques Abardonado. Oui, mais surtout Grégoire des monégasques qui passent relativement facilement derrière le premier rideau défensif marseillais, à savoir Pouget, Bakayoko. Ils trouvent des joueurs déjà dans le dos de ce premier rideau défensif et pourtant c'est là que Marseille doit se concentrer pour éviter justement que les monégasques déploient leur jeu. On va rapidement jouer ce coup franc sur la tête de Franck Dumas. On revoyait à l'instant l'intervention de Jacques Abardonado qui lui croit dur comme fer, lui le Marseillais de naissance, tout comme Richard Martini d'ailleurs, dur comme fer à ce maintien de l'Olympique de Marseille en première division, qui a même reçu des cierges de Lourdes. Oui, mais c'est vrai qu'on parlait des cadres de cette équipe en début de partie. Abardonado est peut-être pas un cadre vu son passé, mais c'est un joueur de tempérament qui fait énormément de bien dans cette équipe. Oh, il est passé, Ibrahim Bakayoko devant Djetou, derrière Pouget pour la frappe. Et le cadre qui se dérobe pour quelques centimètres.
face à Cyril Pouget, la plus belle occasion depuis le début de la rencontre. Elle est marseillaise. Ah oui, c'est bien joué de la part d'Ibrahima Bakayoko qui la décale sur la fin de l'action. Pouget qui choisit d'ouvrir son pied. Il a peut-être pas forcément choisi le bon pied. Et sur le pied gauche, il avait peut-être plus d'angle pour frapper. En tout cas, à l'origine, il y avait cet homme, il y avait Ibrahima Bakayoko sur un superbe contrôle orienté qui avait complètement déséquilibré la défense monégasque. Mais parce qu'on parle des automatismes, certes ils en ont, Gallardo, Lamouchi, Trezeguet et Simonet depuis quelques mois maintenant. En revanche, Bakayoko et Pouget n'ont qu'un très mince vécu ensemble. Ah, et pourtant il n'y avait pas de hors-jeu sur cette ouverture de Simonet vers Lamouchi. Et toujours l'avantage laissé par Monsieur Sars, pas de faute sur De La Peña, Farnerud, Gallardo. Il est passé avec ce contre favorable et hors-jeu pour Trezeguet sur la passe de Marco Simonet. De toute façon aussi, Stéphane Porato s'était imposé. Alors on revoit effectivement le hors-jeu de David Trezeguet, Marco Simonet qui aurait pu frapper peut-être pour éviter cette position. Et attention Monégasque, parce que chaque fois qu'on les a fait dans les périodes délicates qu'ils avaient, ils demandaient à Julie et à Lamouchi et à Gallardo de revenir jouer un peu plus en l'axe, ce qu'ils font depuis 3-4 minutes. Et là, ça pose vraiment des problèmes aux Marseillais. Ils ont des problèmes pour se situer défensivement et au niveau du marquage. Grégoire, oui Vincent. Nous sommes derrière le but de Stéphane Porato avec les Yankees et surtout avec Robert Pires. Robert Pires qui passe la soirée avec les Yankees. Comment vous vivez ça, Robert? Comment je vis ça comme une première expérience et je crois que j'avais envie de découvrir ce que c'était l'ambiance derrière les deux buts. Je m'aperçois que c'est extraordinaire parce que c'est le feu. Je crois que tout le monde ici a envie de voir notre équipe gagner. Tout le monde a envie et tout le monde fait ce qu'il veut et je crois que c'est le plus important. Merci Robert. Ah, étonnant de voir Robert Pires suspendu, on le sait, aujourd'hui le champion du monde, passer cette rencontre avec les supporters marseillais et aux premières loges, juste derrière le but, en tout cas en première période, de Stéphane Porato, la tête de Christian Val. Farnerud, Sagnol. Sagnol obligatoire à son poste d'arrière droit ce soir parce que Contreras, qui aurait pu éventuellement prendre sa place, s'est blessé hier à l'entraînement. Pablo Contreras, alors que Rafael Marquez, le Mexicain, lui est parti avec sa sélection pour disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Ah, il regarde le match, Robert Pires, il y a aussi des autographes à signer et il va le faire pendant 90 minutes. Il en a 38 000 à signer. Tête de Djetou, Sagnol, Gallardo, le contrôle de la poitrine et tout de suite il essaye de mettre le ballon au sol, l'Argentin. Faute de Brando. Alors on voit le beau geste technique de l'Argentin avec la bonne protection de balle derrière. Léonard, pas de hors-jeu cette fois-ci pour Marco Simonet et le ballon ne sortira pas. Simonet suivi par Martini. Il y a eu double contact et ce sera finalement une sortie de but pour Porato. C'est vrai que le problème pour la défense marseillaise actuellement, c'est que Richard Martini est amené souvent à s'éloigner de l'axe central de la défense, ce qui fait que ça dégarnit un petit peu l'axe tout simplement, et il y a une coordination à trouver avec Frédéric Brando sur les déplacements de Marco Simonet dans cette zone. Tête de Djetou, celle de Dumas, Blondeau. Farnerud. Mais c'est bien fait avec Gallardo. Pas de hors-jeu pour Marco Simonet. Ouais, finalement, avec un petit peu de retard, le drapeau se lève. Ouais, mais quelle était belle cette passe sans regarder dans le dos. Il savait exactement où était l'adversaire et son partenaire, Gallardo. C'était vraiment bien joué. C'est le 8e hors-jeu de la partie et les Marseillais ont trouvé leur adversaire privilégié puisque sur 6 fautes commises, il y en a 4 sur Gallardo. Ah, on sait où se trouve le talent, où se trouve aussi souvent l'origine du jeu collectif monégasque. Lamouchi, là aussi c'est bien fait, là aussi c'est à quelques centimètres pour David Trezeguet. Et cette bataille d'influence difficile nerveusement entre l'attaque monégasque et la défense marseillaise, c'est sur un fil depuis le début de la rencontre, Famille. Oui, c'est la concentration défensive des Marseillais qui est en jeu
puisque lorsque l'on s'aligne comme ça systématiquement, et on le voit à chaque fois, ça se joue à très peu de choses, donc il faut que les Marseillais restent extrêmement concentrés pour coordonner leur mouvement défensif. Ouais, pour revenir sur le problème, comme le disait tout à l'heure Rémi, c'est qu'il y a quand même un problème au milieu du terrain marseillais. Ils sont trop facilement éliminés. Et pour le moment, Bernard Casoni demande à ses défenseurs d'aller serrer derrière les milieux pour qu'il y ait le moins d'espace possible, pour qu'on ne puisse pas, je dirais, au départ, pouvoir trouver les attaquants. Donc c'est vrai que pour le moment, il y a un équilibre qu'ils essayent de trouver entre milieu et défense qui est dur à trouver. Alors en tout cas, elle est belle cette image d'Alain Sars qui discute avec le sourire en compagnie de Peter Luxin, qui lui, en revanche, est très très concentré. Coup franc frappé par Franck Dumas. Mais Jérôme Leroy n'a pas pu en profiter. En revanche, De La Peña, oui, la tête de Bakayoko sur le centre de l'Espagnol. Et encore une fois, Barthez qui voit ce ballon passer à quelques centimètres de son menton. Et ça, c'est un bon centre en première intention de La Peña. Et le bon coup de tête d'Ibrahima Bakayoko, la bonne détente, le bon timing, la balle retombe. C'est une tête piquée, malheureusement pour les Marseillais, elle n'est pas cadrée. Bakayoko qui remercie le service parfait de La Peña. Et qui est là ce soir, Ibrahima Bakayoko, parce que sa fédération, la fédération ivoirienne, lui a laissé la possibilité de rester en France et de ne pas participer à un match de qualification de la Côte d'Ivoire face au Rwanda. En tout cas, il était sur les deux actions marseillaises qui sont pour l'instant les deux seules occasions et les deux seuls tirs de la partie. Et le banc monégasque, Claude Puel, Jean Petit, le président Campora, qui avait, sans chercher la fausse modestie, le président Campora, dès le début de la saison, annoncé la couleur. On vise le titre. Et ça, on peut revoir tous les journaux du mois d'août dernier ou du mois de juillet 99. Il disait, on vise le titre, le président Campora. Et bien pour l'instant, ça se vérifie. De La Peña, hors-jeu pour Pouget. Tristan Ball. Et la touche pour Frédéric Brando. Martini. Franck Dumas. Léonard. Ce qui est clair, Rémi, c'est qu'en tout cas, physiquement et humainement, ce début de rencontre est propre. Très propre. Oui. Et c'est vrai que le téléphone a bien fonctionné cette semaine entre les Monégasques et les Marseillais. Déjà pour mettre au point certaines déclarations dans la presse et pour les expliciter en tout cas, parce que certaines ont pu peut-être prêter à confusion. Et par exemple, Franck Dumas a eu ses anciens coéquipiers au téléphone. Tout cela pour garantir un bon esprit avant le début de cette rencontre. Ce qui est heureusement le cas pour l'instant. Bakayoko avec Frédéric Brando pour un beau centre marseillais. Il y a la balle à Jérôme Leroy et aussi la tête de Willy Sagnol. Ce sera une touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Et voilà, encore une fois, Jérôme Leroy en position d'attaquant. Il n'hésite pas à porter soutien à ces deux attaquants justement. Oh, il avait tenté de passer. Jérôme Leroy derrière la frappe de Peter Luxin, repoussé par un tandem d'Acosta Djetou. Et Léonard qui va disputer ce ballon, finalement récupéré par Brando. Et en revanche, le centre de Frédéric Brando sera beaucoup trop puissant et profond pour tous ses coéquipiers. Oui, mais à la limite, c'est un petit peu ce dont parlait Laurent tout à l'heure. Sur cette action, c'était pas plus mal que les Marseillais aient perdu le ballon assez loin, car ils étaient tous en attaque et en contre-attaque. Justement, les Monégasques étaient prêts à faire la différence. Martini, sortie de Martin Djetou et récupération Peter Luxin. Blondeau, encore une fois sur Martin Djetou. Farmerude. Il faut dire que les Marseillais, depuis le début, ont vraiment des bonnes intentions. Ils veulent aller très vite. Et c'est vrai qu'ils ont du mal aussi à se régler à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'à un certain moment, je dirais qu'ils canalisent un peu leur envie et leur pression pour poser un petit peu plus à des moments et être un peu plus lucide dans le dernier geste. C'est un peu ce que demande aussi Bernard Casoni. C'est vrai qu'il demande beaucoup de choses dans ce match. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a de l'envie, de la foule, que les duels sont en train aussi de s'élever au niveau physique. Ouais. Et donc c'est vrai que il faut un peu tout très vite, mais ils veulent bien faire. Ouais, cette fois-ci, le duel est sanctionné pour la première fois depuis le début de la rencontre par M. Sars.
Et Richard Martini est averti pour cette faute sur Marcelo Gallardo. Oui, c'est peut-être plus la répétition des fautes sur l'Argentin que sanctionné Monsieur Sars, parce que c'est vrai que la faute en tout cas était évidente, mais pas méchante. Ouais, exactement. C'est clair, pas méchante. Coup franc, en tout cas pour Marcelo Gallardo. Tête de Martini justement. Et Blondeau qui va essayer de sprinter pour éviter la touche et relancer l'Olympique de Marseille. Et il est sorti ce ballon pour Patrick Blondeau, le capitaine olympien. Lui aussi était douteux avant le début de cette rencontre, souffrant toute la semaine d'une rhinopharyngite. Mais il peut néanmoins tenir sa place. Lamouchi qui laissait filer par Marco Simone. Interception, Franck Dumas. Léonard, Djetou. Et la Peña, c'était bien fait dans l'intention vers Bakayoko. Et bonne lecture du jeu de Cristanval. Derrière aussi, elle est belle. La longue transversale de Philippe Cristanval. Brando face à Gallardo, le centre et la prise de balle de Stéphane Porato. Alors encore une fois, sur ce côté droit de la défense marseillaise, c'est entre Frédéric Brando et Richard Martini qui se parlent d'ailleurs sur ce coup-là. Et c'est engouffré Gallardo. Luxin, pas de hors-jeu pour Ibrahim Bakayoko. Mais lui aussi avait lu la trajectoire de l'ouverture. Et il a rapidement interrompu sa course, sachant que Barthez serait de toute façon le plus rapide sur ce ballon. Tristan Val. Encore un bon tacle de Peter Luxin. Et là, tout se joue au milieu de terrain. Les 20 joueurs de champ sont regroupés sur 30 ou 40 mètres, pas plus. Et la bataille fait rage avec Luxin qui tente de rester sur ses appuis. L'avantage laissé par Monsieur Sars. Et ça va se développer côté droit avec le centre de Jérôme Leroy. Tête de Tristan Val. Lamouchi. Blondeau. Et on va revenir côté gauche avec De La Peña. Le dribble intérieur et la frappe enchaînée de l'Espagnol. Et le ballon qui décolle encore une fois au-dessus de la transversale monégasque. Ouais, c'est bien joué dans le contrôle, dans la prise de balle et dans l'accélération tout de suite derrière le dribble. Le coup d'œil pour voir où il se trouve exactement de la Peña. Et il est gêné par le défenseur monégasque qui vient tacler. En tout cas, c'est la position idéale pour un droitier comme cela, sur le côté gauche, de pouvoir rentrer et se poser sur son pied droit. 4 tirs à 0 pour Marseille. Et puis une remarque sur les fautes trop nombreuses sur Gallardo. Et attention à Martini pour son dernier match ici. Il avait pris un carton rouge contre Feyenoord en Ligue des Champions. Coup franc frappé par Franck Dumas. De La Peña, Luxin. Les ballons arrivent. C'est clair que quand De La Peña s'érige comme il le fait en ce moment en créateur de jeu et en meneur du jeu marseillais, les ballons arrivent, comme ceux de Gallardo d'ailleurs, vers Marco Simone. Et toujours très égal à la limite du hors-jeu. Et encore une fois, un ballon trop profond, cette fois-ci destiné à Sabri Lamouchi, qui lui répétait dans l'avant-match, alors que quelques supporters monégasques, bien sûr, ont fait le déplacement. Ils sont une bonne centaine, les monégasques, qui déclaraient, lui Sabri Lamouchi, on a besoin de l'OM, surtout dans un championnat aussi faible, dit-il. Il ne se rend pas service à lui-même, en tout cas en disant ça, parce que tout le monde sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, Monaco sera un très beau champion de France. Gallardo. Et la talonnade est belle vers Philippe Léonard qui a le temps d'enrouler son centre du pied gauche. C'est repoussé par Martini. Et finalement dégagé par Bordeaux. Tristan Val. Acosta. Récupération Jérôme Leroy. Luxin qui choisit son pied gauche précisément. Vers De La Peña, le contrôle qui le met dans la course. Et derrière, il a effacé Djetou, pas de hors-jeu pour Bakayoko. Oh, la grosse occasion pour l'Olympique de Marseille et la parade de Fabien Barthez. Et voilà, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Bakayoko qui est décalé superbement par De La Peña. Ibrahima Bakayoko qui emmène bien son ballon et qui choisit de frapper en force. Et on va voir Fabien Barthez qui est là. Le ballon a manqué, a failli lui passer entre les jambes. Un très très bel arrêt de Barthez que l'on revoit sous un autre angle. Voilà, c'est limite, le ballon est un petit peu trop haut pour passer entre les jambes du gardien monégasque.
Mais encore une grosse action pour les Marseillais. Ouais, encore, vous le dites Rémi, encore une grosse action. Alors qu'Ivan de la Peña, connaisseur, adresse un pouce levé à Fabien Barthez. C'est vrai qu'elle était belle et surtout décisive, cette parade de Fabien Barthez. C'est quand même 3 occasions pratiquement des face-à-face pour les attaquants marseillais. Et toujours pas de but, toujours ce 0-0. Et toujours ce manque de réussite offensive. Coup franc pour De la Peña. Pouget. Il faut se retourner, attendre éventuellement le soutien derrière. Parce que passer de Gétou, oh, il est parvenu. Oh, le moment d'inattention et la baisse de concentration monégasque qui permettent à Cyril Pouget du pied gauche d'ouvrir le score dans cette rencontre. Marseille mène 1-0. Et on va le revoir, c'est l'abnégation de Cyril Pouget qui lui permet de récupérer ce ballon qu'il a pratiquement perdu en duel avec les 2 monégasques. Voilà sa puissance physique, son abnégation et cette fois-ci le ballon qui passe en dessous du gardien monégasque. C'est un véritable but d'attaquant en pivot en se retournant. C'est loin d'être immérité pour le moment au vu des occasions que les Marseillais se sont procurées jusqu'à présent. Oh, l'énorme délivrance aussi sur le banc. Tout le banc marseillais s'est levé. Et les virages sont en train de s'embraser. La récupération de Franck Dumas et le 4e but sous ses couleurs marseillaises pour Cyril Pouget. Il n'avait pas marqué d'ailleurs depuis un bon bout de temps, Cyril Pouget, déclarant ici ou là qu'il ne se faisait pas de soucis et qu'en buteur, en attaquant d'expérience, il savait que ça reviendrait un jour. Cette 30e minute de ce Marseille-Monaco était la bonne minute pour Cyril Pouget. Grégoire, oui, excuse-moi, je suis avec Yannick Fischer. Yannick, on a vu sur le but de Marseillais que tout le banc marseillais s'est levé. On a vraiment l'impression ce soir que toute l'équipe tire dans le même sens. Oui, effectivement. De toute façon, je pense que c'est le match où il faut qu'il y ait une grande solidarité. Ce but nous fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut continuer avec la même rigueur et la même envie parce que c'est la seule chose qui compte ce soir, la manière dont on s'en moque un peu. 2 matchs ce soir, quand vous avez le ballon, quand vous n'avez pas le ballon. Pour vous, l'équilibre, il est bon dans les 2 domaines? Pour l'instant, en disant que ça se passe pas trop mal, ils ne se sont pas créés d'occasion. Contre Monaco, c'est quand même une bonne chose. Et nous, derrière, on s'est créé quelques belles occasions. Et là, on en a concrétisé une. J'espère que ça va continuer comme ça. Merci. En tout cas, ça continue dans l'intention. On a vu à l'instant cette nouvelle tentative d'Ibrahima Bakayoko. Ouais, Jérôme Leroy repris par Francisco da Costa. Oh, il va continuer, l'international portugais. Provoquer la faute de Martini. Attention, Richard Martini déjà averti par Monsieur Sars. Mais Martini, encore une fois, sorti de l'axe défensif de sa position initiale. Encore une fois, il sort sur le côté pour couper cette incursion de Da Costa cette fois-ci. Monégasque à la limite de la surface de réparation marseillaise. Et toujours Gallardo pour frapper le coup franc. Tête de Luxin. Tristan Ball. Sagnol. Pouget directement sur Léonard. Luxin. Et Bakayoko qui va encore une fois accélérer. Bonne intervention de Tristan Ball. Au tacle glissé de l'international espoir. Alors on revoit le but marseillais avec ce gros travail physique de Pouget, voilà, qui écarte les défenseurs et qui vient tromper dans un angle assez difficile. Oh, pas content, évidemment, Fabien Barthez. Pas content et de la réussite aussi pour Cyril Pouget. Il fallait évidemment réussir le dernier geste. Mais il est d'abord ce ballon qui a rebondi sur la jambe de Tristan Ball, qui l'a remplacé dans le sens du but. Et puis pour une fois, cette frappe qu'il a su placer sous les jambes de Fabien Barthez. Léonard. Sabri Lamouchi devant Patrick Blondeau. Dumas. Farnerud. Récupération Jérôme Leroy. Gétou. Et un pied un peu haut de Da Costa. Qui va donner un coup franc rapidement joué par Luxin et par l'Olympique de Marseille. Brando. Il a un petit peu attendu, Alain Sars. Et finalement, il est
venu sanctionner Philippe Léonard. De manière tout à fait légitime lorsque l'on voit les deux pieds décollés sur ce beau ralenti. Deux pieds décollés de Philippe Léonard, sanctionné par ce coup franc. On voit le nombre de fautes, 8 du côté marseillais, 9 du côté de Monaco. C'est engagé, mais pour le moment, ça reste, le jeu n'est pas haché. Martini averti côté marseillais et Léonard à l'instant côté monégasque. Luxin pour le coup franc marseillais. Tête de Christian Val. Et ce sera une touche pour les Blancs. Du côté marseillais, on a un petit peu, on ne pas qu'on ait rectifié défensivement, mais maintenant c'est quand même Martini qui s'occupe de Simonet à 100%, la Bardonado de Trezeguet avec Dumas qui décroche bien derrière. Donc je pense qu'on risque de rester dans cette composition jusqu'à la fin, mettons au moins jusqu'à la mi-temps. C'est clair, en tout cas Laurent, Trezeguet car Bardonado ne lâche pas. Alors qu'on revoit la tentative de Puget vers Frédéric Brando. À nouveau une touche pour l'Olympique de Marseille. 10 minutes encore dans cette première période et toujours 1-0 grâce à cet homme, grâce à Cyril Puget, auteur du but à la 30e minute. Luxin, De La Peña. Ouais, c'était trop ce pressing pour De La Peña, combiné de Sagnol et de Lamouchi. La contre-attaque emmenée par Sabri Lamouchi qui va se retrouver face à Bardonado et qui réussit finalement à centrer. Mais directement sur la poitrine de Franck Dumas, ça n'ira pas très loin. Récupération de Farnerud, d'Acosta. Simone est devancé par Martini. Et faute de Cyril Puget. Brando. Luxin. Enfin, il est bien dans ses contacts ce soir et dans ses prises de balle, Ibrahim Bakayoko. Et là, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout avec De La Peña. Ballon toujours marseillais. Luxin. On va aller un petit peu d'air pour le jeu côté gauche avec Patrick Blondeau. Le Roi, De La Peña. Et on change d'aile et on avance toujours côté marseillais. Excentré, Cyril Puget va aller provoquer Philippe Léonard. Et derrière la frappe détournée, semble-t-il, de Jérôme Leroy, pardon. Il n'a pas été touché finalement. Et loin de là d'ailleurs. Alors on va s'expliquer avec Ivan De La Peña au départ. Oh, c'était bien jusqu'ici et ce serait bien que les anciens interviennent et qu'Abardonado et les jeunes se calment. Ça serait bien que Sabri Lamouchi et Patrick Blondeau surtout aussi interviennent, ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que fait aussi Fabien Marthez en évacuant Marcelo Gallardo de l'échauffourée actuelle. Alors, on va pas faire un résumé de ça, on va pas se concentrer là-dessus. Oh, carton rouge pour De La Peña. Carton rouge pour Ivan De La Peña. Ouais, sans faire un résumé, je crois que c'est complètement à l'origine de l'échauffourée qui est revenu Monsieur Sars. Oh, il a pris le temps en tout cas Alain Sars. Il a pris le temps de regarder, de voir ce qui se passait. Alors on va voir si effectivement Jean-Paul a l'image. Certes il y a faute de Farnerud au départ, pas de problème. Et derrière sans doute, et c'est ce que nous dit Jean-Paul, derrière De La Peña est allé lui-même se faire justice sur Farnerud. Ah, il semble tellement concentré et calme dans sa décision, Monsieur Sars, qu'on ne peut que lui donner raison sur ce coup-là. Et qu'on peut aussi oublier ces images-là parce qu'elles étaient la conséquence. C'est vraiment dommage pour l'Olympique de Marseille. Oui. À ce moment du jeu où cet homme-là, justement, Ivan De La Peña, était en train de revenir complètement dans le jeu. On l'avait souligné en début de partie, il était exilé un petit peu sur le côté gauche. Et puis chaque fois qu'il est revenu dans l'axe, il était dangereux. Et là, sur cette action, justement, il donnait encore un bon ballon à ses partenaires de par sa position axiale. Et
son absence dans le jeu maintenant pour les Marseillais va être terriblement difficile à gérer. Oui, il était l'un des joueurs les plus influents qui touchait le plus de ballons et notamment dans la très bonne période qu'a connue Marseille depuis un quart d'heure. Et puis vous avez vu cette statistique, 9 cartons rouges pour Marseille cette saison, un seul pour Monaco. Ça aussi, ça pèse au long d'une saison. Et d'ailleurs, Marseille qui avait terminé à 10 lors du match aller, si mes souvenirs sont bons déjà. Exact. Brando exclu à un quart d'heure de la fin et Marseille avait tenu. Oui, absolument. Avait tenu son match nul. Il avait tenu sur un partout. Voilà, Christophe Galtier et Bernard Casoni qui vont accompagner Ivan de la Peña. Et évidemment, on ne vous cache rien, si nous avons l'image du contact entre de la Peña et Farnerud, nous vous la proposerons tout de suite. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a simplement vu la faute au départ de Farnerud. Alors, ce n'est pas terminé du côté des cartons. Cette fois-ci, c'est Gallardo qui est sanctionné d'un carton jaune. Pas pour une faute, mais parce qu'il a trop parlé, ça c'est sûr. Ouais, ben là, c'est plus des commentaires de match qu'on fait. Hein. Évidemment, toute cette situation est très difficile à gérer pour un arbitre. Parce qu'il y a des petits échauffourées qui éclatent un peu partout. Voilà un homme qui en profite pour prendre son temps et pour regarder ça avec un petit peu de recul. Marco Simone. Attendre que tout cela soit terminé pour à nouveau se concentrer sur la rencontre. Alors, Gallardo, carton jaune. De la Peña, carton rouge. Et voilà ce Marseille-Monaco qui pourtant s'était idéalement passé et déroulé depuis 38 minutes et qui tout d'un coup explose. Allez, pour reparler un petit peu de tactique, Peter Luxien a replacé ses hommes et c'est Cyril Pouget qui, Laurent nous le confirmera sans doute, c'est Cyril Pouget apparemment qui est allé se placer sur le côté gauche là où était positionné la plupart du temps Ivan de la Peña. Barthez avec Martin Djetou. Et comptez sur nous si dans le quart Jean-Paul Jaude et tous ses assistants retrouvent l'image de la Peña avec Farnerud. On vous la montrera, mais pour l'instant malheureusement on ne la retrouve pas. On verra d'ici la fin de cette première période et éventuellement pendant la pause. 6e faute subie par Gallardo. Et nouveau coup franc pour l'AS Monaco. Toujours mené, il faut le rappeler, même si Marseille est à 10. Toujours mené 1-0, c'est Monégas. Coup franc de Gallardo directement sur Marco Simone. Oh, qui va frapper. Il allait chercher la précision, a placé ce ballon côté opposé, Marco Simone, mais Stéphane Porato a pu s'en saisir. Et c'était le premier tir monégasque face aux 8 Marseillais depuis le début. Et puis peut-être une remarque qui nous rappelle, cette partie nous rappelle un peu la Coupe du Monde où c'était des joueurs créatifs qui avaient été le plus souvent victimes des cartons rouges et des problèmes pour des petites vengeances. Et c'est parfois dommage que ce soit eux les victimes. On se souvient de Beckham, on se souvient de Zidane contre l'Arabie Saoudite. Et en jeu pour Gallardo. Il aimerait être sur le terrain, Robert Pires, dans ce moment bien précis de la rencontre où ses couleurs mènent toujours 1-0, mais où le scénario de cette rencontre a peut-être, pour l'instant pas encore évidemment, basculé avec l'expulsion d'Ivan de la Peña. Bakayoko lui continue à se battre dans les pieds de Philippe Léonard. Ce que les Marseillais ressentent comme une injustice va certainement décupler leurs forces. À eux de rester concentrés pour ne pas dépasser les limites justement et de canaliser cette énergie qui leur sera nécessaire pour conserver, voire augmenter leur avantage. Sagnol. Gallardo. Hors-jeu pour Trezeguet.
soir, je suis avec David Di Tommaso à côté de moi. David, les esprits se sont un petit peu calmés à l'heure actuelle. Est-ce que vous comprenez que Marseille agisse comme ça parce que vu peut-être l'enjeu ce soir de la rencontre? Ouais, on comprend tout à fait, mais bon, j'espère que ça va pas partir en sucette, hein, comme on dit. Ça reste toujours un match de football. Bon, c'est vrai que Marseille joue le maintien, mais bon, nous aussi on veut gagner, on a le titre en jeu, et puis voilà quoi. Bon, j'espère que ça va se calmer, mais il n'y a pas de raison. Avez-vous intérêt ce soir que le match se joue plutôt sur un plan technique que physique? Non, il n'y a pas de... C'est vrai que techniquement, on est peut-être un peu plus fort qu'eux. Eux, ils sont très présents dans les duels. Bon, maintenant, c'est à nous de poser le jeu et de jouer comme on sait le faire. Ok, merci. Allez, monsieur Sars. En rouge. Allez, cette fois-ci, c'est pour Philippe Léonard qui avait déjà été averti d'un carton jaune. Et ben voilà, deux équipes à 10 contre 10, juste avant la pause. Alors au départ, pas de faute, évidemment, de Léonard. Et en revanche, derrière, sans doute, a-t-il parlé. Et regardez ce que dit Sabri Lamouchi. Mais tais-toi, semble lui dire Sabri Lamouchi à son coéquipier Philippe Léonard. Et malheureusement, pour les Monégasques, Philippe Léonard ne s'est pas tué. Le mot de trop. Et les voilà, 10 contre 10. On va suivre ces touches et derrière, vous montrez d'ailleurs pour la première fois le contact entre De La Peña et Farnerud tout à l'heure. Parce qu'on l'a retrouvé en attendant. En attendant, on va suivre ces dernières secondes parce qu'elles sont palpitantes et que Marseille est à nouveau proche du but de Fabien Barthez avec ce nouveau corner. Mais cette fois-ci, Van De La Peña n'est plus là pour le frapper. C'est Jérôme Leroy qui le frappe sur ce côté droit au premier poteau. Martini s'est repoussé par Martin Djetou. Deuxième corner consécutif pour les Olympiens. Cette fois-ci frappé un peu plus long, alors que tous les Marseillais avaient convergé à l'amorce des 6 mètres de Fabien Barthez. Lamouchi, et devant encore il y a du mouvement, Marco Simone, D'Acosta vers Gallardo. Mais ce sera trop profond pour le petit Argentin. Mais sur cette attaque, les Marseillais avaient justement attaqué intelligemment puisque deux d'entre eux étaient restés positionnés pour justement contrer cette attaque monégasque. Ce qui a parfaitement fonctionné. Tristan Ball. Farnerud directement vers Frédéric Brando. Gallardo. Mais il a repiqué au centre. Et pas de faute sur l'Argentin. Dégagement de la défense marseillaise. Il y a tellement eu de choses depuis 5 minutes. Rémi, je ne sais même pas si vous avez parlé de la réorganisation tactique des Monégasques avec la sortie de Philippe Léonard. Non, on n'en a pas. Si vous ne l'avez pas évoqué, en tout cas si vous l'avez fait, je ne l'ai pas entendu. Ce qui est clair, c'est qu'apparemment D'Acosta occupe depuis quelques minutes. Oui, c'est ça, je le côté gauche. Je ne l'avais pas fait, vous venez de le faire. Merci Grégoire. Ouais, en fait, il joue surtout à 3 derrière. Il y a au marquage et un libéro avec D'Acosta qui est aussi venu décaler côté gauche et qui jouera autant comme un milieu que comme un défenseur. Cette fois-ci, Luxin ne trouvera ni Jérôme Leroy ni Cyril Pouget. Déjà 2 minutes au-delà du temps réglementaire de cette première période. Et intervention de Luxin, il a joué le ballon. C'est le signe de monsieur Sars. À nouveau Peter Luxin, qui ne disait qu'une chose lui avant le début de cette rencontre: on va se déchirer. Et c'est vrai que les Marseillais ont beaucoup donné à l'image d'un Cyril Pouget déjà marqué sur son visage, mais buteur important de cette première période. Marseille mène 1-0 et a-t-on avant la première interview l'image justement de ce qui s'est passé avec Farnerud. Voilà, c'est aussi la faute de Farnerud. Et derrière, attendez 2 secondes Laurent, 2 secondes. On n'a pas l'image, voilà l'image. Et derrière, le coup d'Ivan De La Peña. Voilà l'explication en gros plan de la décision de monsieur Sars tout à l'heure.
En tout cas, 2 équipes à 10. Et Laurent. Avec Fred Brando. Fred Brando, je crois que l'enjeu mérite peut-être un tel engagement, je crois, dans cette rencontre ce soir. Mais c'est vrai que nous, on se bat pour prendre 3 points impérativement pour éviter la relégation, et eux, ils veulent gagner ce soir le championnat. Donc c'est vrai que ça met un tel enjeu que parfois on essaye de mettre de la grévissée, mais toujours dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que ça peut mal finir. On l'a vu sur 2 cartons rouges. 10 contre 10 maintenant, sans faire un jeu de mots. Est-ce que ça va être la loi du milieu maintenant? De toute manière, le football, ça a toujours été la loi du milieu. Mais c'est vrai qu'avec l'enjeu qu'il y a et 10 contre 10, il va falloir couvrir encore plus de terrain. Et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile avec le match qui va avancer dans le temps, je dirais. C'est vrai que ça va être fatigant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ok, merci. En attendant, on regarde l'ouverture du score à la 30e minute. Signé Cyril Pouget. Jusqu'ici, Barthez s'était imposé face aux tentatives des attaquants marseillais. Cette fois-ci, il n'a rien pu faire face au pied gauche de Cyril Pouget. 10 contre 10. Voilà le programme de la deuxième période. 2 cartons rouges, on l'a vu, Ivan de la Peña et Philippe Léonard. Et Marseille à la pause qui mène 1-0, Nathalie. Eh ben, on va laisser les corps et surtout les esprits se reposer, se calmer un petit peu. On va en profiter pour faire un point sur l'autre match de cette 30e journée. Sedan recevait Bordeaux, c'est un match capital également. Et capital pour l'Europe. Alors on va faire le résumé complet avec notre envoyé. À partir de 20h30, vous le savez, vous avez rendez-vous avec la demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA. Lens recevra Arsenal. Rémi, vous y étiez hier, alors on va revoir ensemble le but puisque Arsenal s'est imposé à Highbury 1-0. Le but de Denis Bergkamp. Alors c'est vrai que c'est un très très joli but sur une superbe ouverture d'Emmanuel Petit, mais en même temps ce but-là, Rémi, il condamne pas du tout les Lensois. Hein. Non, pas du tout, même si effectivement on a eu peur pour eux après ce départ catastrophique. On a vu là, on revoit plutôt ce très bon ballon d'Emmanuel Petit qui surprend la défense centrale. Après c'est la classe et la vitesse d'exécution de Denis Bergkamp qui fait la différence, mais c'est vrai que ce handicap d'un but pour les Lensois n'est pas insurmontable en vue du match retour. En tout cas ça nous promet une très belle affiche. Et ben voilà, vous y serez aux côtés d'Hervé Matou à 20h30 sur Canal avec donc Hervé Matou et Gaëtan Huard et également Laurent Paganelli. Alors on va faire tout de suite un petit point avec Vincent Alix qui lui est dans le salon BIP, je crois. Vincent, vous êtes bien entouré, hein? Nous sommes dans le salon club effectivement, Nathalie, avec Florian Maurice. Florian, comment vous avez vécu cette première période? C'est le match que vous attendiez? Ouais, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait, un match très chaud, très engagé, des deux côtés bien sûr. Mais je pense qu'on a fait le plus dur en ouvrant le score. Maintenant, il reste à conserver ce score parce qu'on a vraiment besoin des 3 points ce soir. À 10 contre 10, ça va changer? Ça restera dans la même physionomie qu'on a débuté. Il y aura 2 joueurs en moins, c'est sûr. Maintenant, il y aura peut-être un peu plus d'espace aussi. Donc à nous d'en profiter. Bon, maintenant, on perd Ivan qui a fait un très bon début de match, qui donne de très bons ballons. On perd une pièce maîtresse. Bon, maintenant il faut s'accrocher parce que toute la ville et tout le club est derrière nous ce soir, donc à nous de pas les décevoir. Merci Flo, bonne fin de soirée. Il est là avec ses coéquipiers ou près de ses coéquipiers, Flo Maurice. On va voir les 2 événements de la première pouille, Laurent. Je sais pas, je vais m'avancer peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il aurait expulsé Gallardo pendant la mi-temps. Donc à vérifier, ils viennent de l'appeler dans son vestiaire, il est ressorti en état de crise, Gallardo. Oui. Donc est-ce qu'il a fait une remontation? Ou est-ce qu'il... Ah pardon, j'ai pas vu la caméra, pardon. Non mais bon, comme il était en discussion derrière, donc ça se peut qu'ils aient expulsé Gallardo durant la mi-temps. Eh ben vous restez avec eux, en attendant, on va voir les 2 expulsions de la première période et les 2 images importantes. Il y avait un 0 à ce moment-là, et à ce moment-là, il y a eu un contact, on va le voir avec Jean-Paul, entre Pontus Farnerud, le monégasque, et Ivan de la Peña. D'abord, Rémi, la faute de Farnerud, certes. Oui, c'est un tac un petit peu à retardement. Là, c'est pas méchant pour le moment. On continue de suivre le ballon. Juste devant Monsieur Sars, juste devant Monsieur Sars en plus, et derrière. La claque d'Ivan de la Peña. Alors certes, c'est pas si méchant, c'est pas violent, très violent. Mais en tout cas, Monsieur Sars, bien placé, avait pris sa décision à ce moment-là. Greg ? Et attendez 2 secondes Laurent. On voit la 2e expulsion, celle de Léonard qui avait déjà été averti. Et regardez l'assistant de Monsieur Sars. Et il est furieux, et il a raison d'être furieux parce que Philippe Léonard vient de lui parler mal, comme on dit. Et il appelle tout de suite Monsieur Sars.
c'est Pierre Renaudin, l'assistant de M. Sars. Et derrière, il est expulsé logiquement, lui aussi, Philippe Léonard. Et même si ça ne changera rien, Sabri Lamouchi vient lui dire arrête de parler. Résultat, ils sont à 10 contre 10, Laurent, pour la deuxième mi-temps. Ouais, non, en fait, Gallardo a bien été expulsé durant la mi-temps. Donc il aurait mis un coup dans les vestiaires sur un joueur marseillais. Et j'en profite parce que je suis avec Jean-Luc Ettori, parce que bon, on est un peu dépité de voir ça. C'est vrai qu'on voit Monaco qui joue bien au football depuis le début de la saison, puis on se rend compte que souvent, quand on est violent avec eux, on se retrouve que c'est les Monégasques qui payent à chaque fois. Donc je pense qu'il y a quand même une rectification à faire là-dessus, non? Oui, bon, d'abord je voudrais rectifier. C'est lui qui a pris le coup et c'est lui qui est expulsé. Mais enfin bon, passons sur les détails. Je crois qu'on assiste à une parodie de football. C'est vrai que pour nous empêcher de jouer, on emploie une manière forte. C'est vrai que ça devient lassant. C'est vrai que ça. Il y a même de l'écœurement parce que bon, pour moi le football c'est pas ça quoi. Je crois que toute équipe a ses armes à faire valoir, mais il y a des limites à pas dépasser. Monsieur Sarr, ça a l'air d'être un peu dépassé, mais enfin bon, c'est malheureux de voir ça. On va parler un peu comme des anciens combattants, mais je crois qu'il y a des valeurs qui se sont perdues, et je pense qu'à un certain temps, on respectait quand même l'adversaire. Oui, il y avait un respect mutuel entre les joueurs, on ne voyait pas ce genre de choses. Tout à l'heure, on discutait un aparté un petit peu, et moi je disais que j'ai eu la chance de connaître ce qu'était vraiment le football. Bon, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, je suis un peu dépité, mais bon, c'est toujours difficile de trouver les mots pour expliquer ça, mais bon, je crois qu'on fait fausse route en pensant qu'on peut s'imposer comme ça. Ça peut durer un temps, mais dans la durée, c'est jamais bon. En tous les cas, ça va durer encore 45 minutes. Ouais, mais bon, je crois que de toute façon, il y a une chose qui est certaine, on sera champion. Et Marseille, c'est pas certain qu'il reste en première division, même s'il gagne ce soir. Donc, je pense que nous, on est dans le vrai. Maintenant, bon, nos adversaires emploient le jeu qu'ils veulent, c'est leur problème, mais je crois qu'ils font fausse route. Merci, Jean-Luc. Ouais, c'est bien d'entendre ces mots-là de la part de Jean-Luc Ettori qui a 602 matchs de D1 derrière lui avec Monaco et qui est un petit peu comme nous, totalement abasourdi de ce qui se passe. Effectivement, Marcelo Gallardo a été expulsé pendant la pause, qui est d'ailleurs arrivé à Stéphane Porato, me disait Philippe Doucet, du côté de Metz. Il avait parlé à l'arbitre après le coup de sifflet de la mi-temps et il avait été expulsé, en gros, après le jeu, pendant la pause. On va revenir au foot parce qu'il y a quand même un petit peu de foot pendant cette première période et heureusement ce but de Cyril Pouget, Philippe. Cette zone. Laurent? Oui, exactement. On a été avec Patrick, on disait qu'ils vont commencer à 9 contre 9. Vous êtes au courant que Gallardo a été expulsé? Oui, on nous l'a appris là, il y a 5 petites minutes. Ça, il y a des caméras sous le tunnel, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais tout le monde pensait que c'était Marseille qui allait craquer, puis c'est Monaco. Vous l'avez vécu sur le terrain, vous sentez que ce match mérite de se jouer maintenant à 9 contre 10, sincèrement? Même si Monaco se retrouve à 9, on sait que souvent quand on est diminué, on joue les coups à fond, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rester concentré. Pancho et Richard Martini vont rester eux au duel avec Trezeguet et Simon, et après on va essayer au milieu de gagner notre duel. Maintenant la place est encore au jeu, je veux dire, il reste 45 minutes, tout le monde est un peu soucieux de savoir ce qui va se passer maintenant. C'est sûr, on est mal parti puisque Ivan s'est fait sortir au bout de quelques minutes, on a eu très peur. L'arbitre après a fait la même chose avec Léonard. Maintenant, c'est nous qu'on se retrouve à 10 contre 9. On a un bon coup à jouer. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Ok, merci. Voilà la sortie des Monégasques. Elle a été longue cette mi-temps. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses dans le vestiaire, dans le tunnel qui menait au vestiaire. Ça, c'était pour Marcelo Gallardo. Et malheureusement, comme le disait Patrick Blondeau, il n'y avait pas de caméra dans ce tunnel. Décision de l'Olympique de Marseille avant la rencontre. Donc, on ne pourra pas vous montrer ce qui s'est passé avec Gallardo. La seule personne qu'on écoutera, c'est bien sûr Monsieur Sars, le patron du jeu, le patron de la rencontre, qui n'est d'ailleurs toujours pas revenu sur le terrain. Et c'est lui seul qui nous dira pourquoi il a pris la décision d'expulser en dehors du jeu Marcelo Gallardo. La mauvaise nouvelle pour tout le monde, évidemment, Rémi, c'est que les deux créateurs, les deux génies techniques de cette rencontre, Ivan de la Peña et Marcelo Gallardo, ne pourront pas nous enchanter pendant la deuxième période. Oui, bien sûr, on est toujours triste, évidemment, lorsque l'on voit se dérouler ce genre de choses sur un terrain de foot. Moi, le premier, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça pour un match de championnat. Maintenant, c'est vrai qu'avant la rencontre, tout le monde sait que c'est tendu et ainsi de suite. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent et bon, c'est évidemment bien regrettable. Voilà donc 9 Monégasques face à 10 Marseillais à l'entame de cette seconde période. Marseille qui mène évidemment toujours 1-0. Le but de Cyril Pouget. Et c'est clair, on ne vous lâchera pas
tant qu'on n'aura pas l'explication définitive de l'expulsion de Marcelo Gallardo. Et ça, on le demandera à M. Sars lorsqu'il quittera le terrain tout à l'heure. Parce qu'il est à nouveau sur la pelouse, M. Sars, pour donner le coup d'envoi de cette seconde période. Ah, c'est tout bizarre, hein, vu d'en haut des tribunes, de voir une pelouse du Stade Vélodrome ainsi dépeuplée. Et voilà le coup d'envoi donné par Marco Simone et David Trezeguet. Monaco qui doit marquer 2 fois pour être sûr d'être champion de France dès ce soir. Ça, les données du début de rencontre n'ont évidemment pas bougé. Et John Arne Riise est entré à la place de Pontus. Non, pas de Pontus Farnerud. Qui a-t-il remplacé d'ailleurs John Arne Riise? Si, c'est Farnerud, absolument. C'est un Norvégien qui remplace un Suédois. Et c'est un joueur plus solide physiquement et plus solide défensivement pour entamer évidemment cette seconde période en infériorité numérique pour les Monégasques. Pas de changement pour les 10 Marseillais qui restent. Et la touche pour Patrick Blondeau. Pouget. Dacosta, Lamouchi. Sagnol. Je repense Rémi au mot de Jean-Luc Ettori pendant la pause. Ah, c'était presque émouvant ce que disait Jean-Luc Ettori. Et j'espère qu'il se trompait lorsqu'il disait qu'il avait, en tout cas le football qu'il avait connu était mort. Oui, je crois qu'il y a toujours eu, il ne faut pas non plus... Je comprends la grande déception de Jean-Luc Ettori et de tous les gens qui aiment le jeu pur. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas des matchs où il y avait des expulsions et des matchs tendus. Bon, c'est vrai que moins il y en a et plus on est content. Ce soir, malheureusement, ça ne fait pas partie des matchs qu'on gardera tous dans notre mémoire. Luxin, c'est un petit peu court vers Patrick Blondeau. Et Sagnol se bat pour récupérer. Et il n'y parviendra pas, l'avantage laissé par M. Sars. Dégageant le Franck Dumas. Dacosta. Ce sera trop long pour John Arne Riise. Donc il va être difficile pour tous ces hommes en rouge, et même les Marseillais d'ailleurs, de se remettre dans cette rencontre après tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières minutes de la première période. Martini. Et Christian Val qui s'impose au-dessus d'Ibrahima Bakayoko. Brando. Le 1-2 avec Cyril Pouget. Brando qui était passé devant Christian Val. Et le beau coup de sifflet de Monsieur Alain Sars. Ouais, côté marseillais, alors que l'on revoit la faute de Christian Val, côté marseillais, Bernard Casoni a finalement replacé Cyril Pouget aux côtés d'Ibrahima Bakayoko en attaque. Et contrairement à la fin de la première mi-temps, c'est Jérôme Leroy qui va plutôt occuper le flanc gauche du milieu de terrain, là où était placé Ivan de la Peña avant son expulsion. Luxin pour frapper le coup franc marseillais avec Cyril Pouget, suivi par Dacosta. Il aura Brando éventuellement comme point d'appui. Et la touche en faveur de Monaco. Et le dégagement derrière de Dacosta. Trezeguet. Leroy. Bakayoko. Leroy face à Martin Djetou. Soutien de Patrick Blondeau et intervention de Willy Sagnol dans l'équipe du capitaine marseillais. Alors savoir aussi, on saura évidemment avec M. Sars ce qui s'est passé avec Marcelo Gallardo à la mi-temps, mais savoir aussi rappeler que Gallardo avait déjà été averti d'un carton jaune pendant le jeu. Et que quoi qu'il arrive pour l'Argentin, ce n'était pas un carton rouge direct. Je ne sais pas si vous l'avez dit parce que j'avais un petit peu le casque à la mer à la mi-temps. Oui, Laurent. Galtier a été expulsé aussi. Hein. Christophe Galtier. Oui, pardon. Christophe Galtier a été expulsé aussi. Ouais. Donc c'est un échange de coups entre les deux en fait. Dégagement de Fabien Barthez. Côté marseillais, on demande au niveau du jeu de faire circuler le ballon plutôt que d'aller trouver de suite les attaquants. Donc d'abord préparer l'action, voilà, comme ça, faire retourner le ballon et après tranquillement trouver les attaquants.
à Bardonado. Tête de Dacosta, Luxin. Brando. Bouget. Pour l'intervention de Christian Val sur ce départ de Frédéric Brando côté droit. Et finalement une sortie de but pour Fabien Barthez. Alors, c'était la décision au départ de l'arbitre assistant et finalement déjugée par M. Sars qui lui indique un corner. Il a estimé que Christian Val avait retouché le ballon. Christian Val qui était bien sorti, voilà, on le voit sur cette action venir couper la trajectoire de Brando sur le côté. S'ensuit le duel. Apparemment, jusque-là, c'est Frédéric Brando qui touche le ballon. Et M. Sars étant le principal patron de la rencontre, c'est bien sûr sa décision qui est prise en compte. Et donc corner offert à Jérôme Leroy et à l'Olympique de Marseille. Tête de Dacosta. Blondeau. Et toute la défense monégasque est remontée. Elle est remontée mais elle a oublié Jérôme Leroy côté droit qui va aller s'offrir un nouveau corner. Face à Dacosta. Qui est fidèle vraiment à son visage habituel. Francisco Dacosta, le Portugais. Il ne lâche rien, ce joueur. Et c'est pour ça, entre autres qualités, qu'il est si précieux dans l'effectif de Claude Puel. Nouveau corner, peut-être cette fois-ci de Willy Sagnol. Alors que Bakayoko avait manqué, entre guillemets, ce ballon de quelques centimètres. Simonet qui va éviter la touche. Mais récupération marseillaise. Franck Dumas à Bardonado. Blondeau. Et vous parliez de Dacosta, Grégoire, c'est lui avec Martin Djetou qui a remporté le plus de duels côté monégasque depuis le début de cette rencontre. C'est surtout un joueur très précieux par sa polyvalence. On l'avait vu côté droit de la défense plusieurs fois du côté monégasque. Aujourd'hui, c'est à gauche. Et Cyril Pouget s'est échappé côté gauche. Centre sur la poitrine de Christian Val. Blondeau. Leroy. Et la montée de Christian Val. Riese. Donc il a essayé d'aller prendre de vitesse Richard Martini. Ouais, les Marseillais qui continuent à faire ce que Bernard Casoni ne veut pas en fait. Hein. Ouais. Il veut aucun ballon long, aucun ballon en profondeur. Il veut à tout prix voilà, qu'on joue dans les pieds et qu'on assure toutes les passes. Voilà. Bouget, en jeu pour Jérôme Leroy. Qui était parti dans le dos de la défense monégasque, mais un tout petit peu trop tôt. Oui, c'était bien joué cet appel en profondeur de Leroy qui avait surpris Sagnol. Et voilà le 12e hors-jeu pour le pauvre Trezeguet qui a touché 6 ballons depuis le début du match. Lui comme Simonet sont vraiment de loin les deux monégasques qui touchent le moins de ballons et ça risque pas de s'arranger. Et ce qui risque de changer, c'est les noms, sans doute sur le terrain côté monégasque. On est parti s'échauffer, entre autres, Di Tommaso, Rodriguez ou bien Dado Percho. Quand je dis 12 hors-jeu, c'est pour l'ensemble des deux équipes. 12 hors-jeu et malheureusement, parce que ça c'est pas un chiffre scandaleux, malheureusement on en est quand même à 4 cartons rouges, on l'a vu avec De La Peña, Léonard, Gallardo et l'entraîneur adjoint de l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier. Franck Dumas. Luxin. Les passes arrivent évidemment parce qu'il y a beaucoup d'espace de tous les côtés. Bakayoko face à Christian Val. Il a le deuxième but au bout du pied. Ibrahima Bakayoko. Et le break réalisé par l'Ivoirien en faveur de l'Olympique de Marseille. Dès le début de cette seconde période, Marseille 2, Monaco 0. Il a fait un très très bon mouvement Bakayoko, on va le voir dans sa course croisée, ce bon ballon de Leroy. Bakayoko qui vient dans un premier temps cette course croisée et puis éliminer Christian Val par un petit pont et assurer ensuite entre les jambes de Fabien Barthez
Voilà, on revoit la fin de l'action, le petit pont sur Tristan Val, accélération derrière, et puis Fabien Barthez qui est sorti comme en première mi-temps, mais cette fois-ci c'est vraiment entre les jambes que le gardien monégasque encaisse ce but. 54e minute, Marseille mène 2-0. Et la première chose que demande Bernard Casoni, c'est de verrouiller Trezeguet et Simonet devant. Donc individuel toujours en permanence, et surtout de verrouiller les deux joueurs et après de faire tourner le ballon. Et voilà, Laurent, le 6e but d'Ibrahim Bakayoko cette saison pour Marseille. Il était d'ailleurs le dernier buteur en date de l'OM du côté de Strasbourg, d'un OM qui ne marquait plus depuis plusieurs journées et qui ce soir, pour l'instant, grâce à Cyril Pouget et Ibrahima Bakayoko à l'instant, vient de faire le break face à Monaco. Sagnol tranquillement jusqu'à Fabien Barthez. Et le dégagement de Barthez va trouver directement son ancien coéquipier monégasque, Franck Dumas, qui est l'homme qui a le plus joué évidemment de tous les anciens monégasques de matchs sous les couleurs de l'ASM. 222 matchs pour Dumas. Et là, John Armerise a réalisé un dribble extérieur un petit peu long face à Frédéric Brando. Juste une petite remarque sur l'amélioration tangible du classement des buteurs marseillais encore en activité. Vous avez cette statistique, voilà, avec tous les départs, disons que et les blessures, les deux meilleurs buteurs en activité, Bakayoko et Pouget, 6 et 4 buts respectivement. Et oui, mais ceux-ci sont importants. Ceux-ci sont importants. C'est vrai que c'est loin si on compare ces chiffres avec la réussite du duo Simonet Trezeguet. 59% des buts monégasques. Et 34 buts sur 59. Ouais, 34 buts à eux deux, Simonet Trezeguet, et carton jaune. On a frappé un petit peu rapidement ce coup franc pour la Mouchi. On va revenir au départ de l'action. Carton jaune pour Patrick Blondeau pour cette faute sur Willy Sagnol. Il est en retard, Patrick Blondeau. Et la décision de M. Sars est justifiée. Simonet pour frapper le coup franc monégasque. Il est bien travaillé, il avait la tête de la Mouchi derrière celle de John Arne Riese. Tête piquée du Norvégien qui passe à quelques centimètres du cadre marseillais. Oui, une grosse occasion pour les Monégasques sur ce coup de pied arrêté. Effectivement, tout le monde est lobé sauf Riese qui arrive au deuxième poteau, qui pique sa tête, mais le rebond est trop important pour que ce soit cadré. Et Christophe Galtier en blanc au centre a rejoint les tribunes, lui qui est depuis la pause privé de banc, expulsé par M. Sars. Sagnol. La Mouchi. Voilà, il a vu de la place se créer côté gauche vers D'Acosta. Simonet. Et finalement qui résiste à Richard Martini. Et qui cherche David Trezeguet. Applaudit. Ça c'est bien aussi dans l'esprit. Les applaudissements de David Trezeguet pour Marco Simonet. Les deux hommes qui continuent de tenter. Ouais, Bernard Casoni qui a du mal à comprendre comment son équipe est en train de courir après le ballon. Est en train de leur expliquer qu'il faut le récupérer, qu'il faut essayer de le garder toujours. Donc c'est une grosse colère de Bernard Casoni. Ah, c'est vrai qu'il y a de l'espace là maintenant, Laurent, sur cette pelouse Vélodrome. Il y a de l'espace. Et effectivement, un léger avantage numérique pour les Marseillais qui sont à 10 contre 9 monégasques. Et la touche pour Blondeau. La Mouchi. Directement vers Peter Luxin qui efface Marco Simonet à droite via le départ de Brando. Il y avait aussi Bakayoko, interception d'Acosta. Simonet à nouveau. Cette fois-ci, David Trezeguet n'est pas en position de hors-jeu. Cette fois-ci, il va pouvoir récupérer la passe de son coéquipier italien. Riese, bien seul, le Norvégien, le centre en retrait, repris par Abardonado. On relance avec Brando. Et finalement, Franck Dumas. Tristan Val. Simonet. D'Acosta.
Alors, qui a perdu sa chaussure au passage, et c'est dans un contact avec un Marseillais, avec Peter Luxin en l'occurrence. Voilà la chaussure du Portugais. Et derrière la décision de M. Sars de sanctionner Peter Luxin d'un coup franc. Il va frapper Marco Simone. Ils sont à 8 pour l'instant les Monégasques, car Dacosta est toujours en train de relasser sa chaussure. La tête de Riese. Oh, Bardonado qui se gêne. Et derrière le but, quel but de David Trezeguet, quel geste incroyable. La reprise retournée du champion du monde et 2-1, et des supporters monégasques qui se lèvent, et ce match qui est relancé maintenant. Oui, comme sur le coup de pied arrêté précédent, c'est John Arneris qui, sur cette remise de la tête, permet à David Trezeguet, contrairement au défenseur marseillais qui lui est très très concentré sur le ballon, qui lui permet de réaliser ce geste toujours impressionnant par un attaquant, mais beaucoup d'attentisme de la part des défenseurs marseillais sur ce but. Et ben, le match complètement relancé, le 19e but cette saison de David Trezeguet. La réaction marseillaise immédiate sans doute avec Patrick Blondeau. Il est revenu à hauteur de Sonny Anderson. David Trezeguet en tête du classement des buteurs. Bonne sortie là de Fabien Barthez. Il y aura d'autres occasions, Rémi, qu'elles soient monégasques ou marseillaises. La fatigue aidant, les espaces se créant de plus en plus. Les occasions devraient s'enchaîner. Bakayoko sur la tête de Djetou. David Trezeguet, déjà d'ailleurs champion avec Monaco en 97, même s'il n'avait joué que 5 matchs. Là encore, il n'est pas en position de hors-jeu. Sortie de Porato. Et des Marseillais qui n'arrivent effectivement pas à tenir le ballon et à construire leurs attaques patiemment, ce qui énerve passablement Bernard Casoni sur le banc de touche. C'est vrai qu'en supériorité numérique, les Marseillais auraient intérêt à assurer leur jeu collectif. Sagnol. Là non plus, il n'y a pas de hors-jeu ni pour Riese ni pour Trezeguet. Il est obligé de sortir de sa surface de réparation, Stéphane Porato. Et il le fait bien, un coup de tête précis. Brando. Leroy. Ouais, Greg, je suis justement à côté de Stéphane Trévisan. Stéphane Trévisan, comment vous expliquez que votre équipe à 2-0 est un peu perdue le fil de la rencontre? Tout simplement parce qu'on a refusé de jouer. Au lieu de faire tourner le ballon, de les faire courir, ils sont moins de moins. On a un joueur en supériorité, à nous de le trouver et puis grâce à lui de trouver des espaces pour profiter de cette supériorité numérique justement. Justement, vous qui connaissez bien vos joueurs, est-ce que mentalement ça va être difficile maintenant à 2-1? Non. Il faut justement qu'on ait le plus possible le ballon pour garder confiance et puis avoir des occasions et mettre un 3e but qui nous mettra à l'abri. Vous sentez que là il va y avoir quand même des espaces pour pouvoir en mettre d'autres? Oui, parce que Baka et Cyril se retrouvent souvent à 1 contre 1 derrière. Donc s'ils font le bon appel au bon moment, je pense que les ballons arriveront et il y aura des occasions pour nous. Ok, merci. Ouais, autrement dit, encore 30 minutes d'un côté comme de l'autre sur le fil du rasoir pour les attaquants de pointe et les défenses. Et justement de la sécurité comme vient d'en apporter à l'instant Franck Dumas. Les défenseurs marseillais en ont bien besoin. Encore d'accélération de Bakayoko, retour de Djetou et Fabien Barthez qui n'évitera pas le corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors on a vu ce beau duel entre Ibrahima Bakayoko et Martin Djetou qui finalement s'impose par sa puissance et sa vitesse. Ouais, là, deux des physiques les plus impressionnants de la première division. Ouais, entre les cuisses de Bakayoko et celles de Djetou, il y a match, comme on dit. Leroy pour le corner marseillais au second poteau, bonne sortie de Fabien Barthez et tout de suite la relance vers David Trezeguet, repris par Franck Dumas qui va continuer. Allez, hors-jeu pour Cyril Pouget. Je regardais les statistiques de David Trezeguet, ça m'impressionne toujours. 9 ballons touchés, dont 3 ballons dans le rond central pour engager. Un ballon dans la surface, un tir, c'est un but. Et on va le revoir, parce qu'il vous a entendu, Jean-Paul Jaud, il vous a entendu ce dégagement, pas assuré par Abardonado qui se gêne avec Franck Dumas. Et derrière, l'anticipation, le coup d'œil et la qualité du geste, signé Trezeguet. Luxin. Et la montée de Patrick Blondeau face à Martin Djetou. Il va y avoir un nouveau redoublement avec Jérôme Leroy.
Luxin jusqu'à Brando. Pouget. Et l'effort de John Arne Riese. Ce sera une sortie de but pour Fabien Barthez. Qui a quitté largement sa surface de réparation. A-t-il eu raison? Ça va peut-être se transformer en passe décisive pour David Trezeguet. Elle était belle. La frappe de Trezeguet, c'est pas terminé. Simonet à son tour qui tente une reprise acrobatique. L'Italien. Oui, c'est une mauvaise coordination entre les déplacements de Franck Dumas et Richard Martini qui est à l'origine de cette liberté dans le jeu qu'ont accordé les Marseillais à David Trezeguet. Franck Dumas est monté pour s'aligner. Quant à Richard Martini, il a fait l'inverse, ce qui a permis à Trezeguet de se retrouver en bonne position. Qu'il est fort quand même, Fabien Barthez, de sentir à ce moment-là du jeu qu'il peut monter, qu'il peut quitter sa surface et qu'il peut presque se transformer en joueur de champ. Mais en fait, Rémi Grégoire, il y a quand même une chose à constater, c'est que je crois que les Marseillais ont peut-être intérêt à faire de l'individuel sur Trezeguet et Simonet et de mettre Dumas en couverture. C'est vrai qu'il essaie de ce que demandait un peu Bernard Casoni, mais c'est vrai que si ils font de la zone et qu'ils lâchent le marquage sur les ballons en profondeur, ils peuvent se faire avoir à n'importe quel moment. Moi, je ne suis pas entraîneur, je fais juste une constatation, mais c'est vrai qu'ils prennent quand même pas mal de risques à 10 contre 11. On a vu pendant ce temps, Laurent, un gros plan de tribune qui ferait rêver pas mal de présidents. Avec Pérez, Pires, Maurice, Oudalma. Et le ballon est sorti juste devant Riese. En tout cas, c'est à 9 contre 10 que les Monégasques se sont créés leurs 3 premières occasions du match et leurs 3 tirs les plus dangereux de la partie. On a vu aussi sur ce plan Bernard Pardo qui fêtera enfin son jubilé prévu au mois de décembre à Marseille qui n'avait pas eu lieu. Il le fêtera le 14 mai, son jubilé, Bernard Pardo. Et cette fois-ci au stade Mayol à Toulon. Luxin. Bakayoko et faute de Dacosta qui va être averti. Et logiquement par Monsieur Sars, encore une fois. Et là, pareil, côté Marseillais, on est en train de se rendre compte que ça joue vraiment trop dans l'axe et qu'il faudrait presque, il a demandé à Leroy de venir jouer sur le côté gauche, à Brando de bien écarter sur le côté droit, d'avoir au moins 2 points d'appui pour pouvoir ressortir les ballons. Parce qu'il se rend compte qu'en jouant totalement dans l'axe depuis le début, il est en train de se faire contrer aussi. Donc mettre avant tout les ballons sur les côtés. Voilà, intervention et arrivée de la civière pour Peter Luxin qui devrait heureusement se relever. Oui, qui effectue là un très beau passement de jambes, la tête toujours haute pour voir ce qui se passe dans le jeu. Il ne regarde jamais le ballon. À aucun moment, Peter Luxin, sur ses 25 mètres de course, n'a regardé le ballon. Oui, c'est ce qui est caractéristique d'un joueur technique à la limite, puisque le but du jeu c'est quand même de conduire le ballon sans le regarder pour avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe autour. Et c'est la preuve, même si on a plus besoin de preuve en ce qui concerne Peter Luxin, que le milieu de terrain marseillais est bourré de talent. La touche que n'a pas pu éviter Frédéric Brando. Ballon pour les Monégasques, Philippe Cristambal. Luxin lui est de retour sur la pelouse. À nouveau du Marseillais contre 9 Monégasques. Lamouchi. Simonet, 2 contre 3. Simonet avec Trezeguet. Frappe de Marco Simonet. Et elle oblige Stéphane Porato à se coucher pour une bonne prise de balle. Leroy. Et intervention de Cristambal devant Cyril Pouget. Et l'avantage laissé à Bardolado pour la relance marseillaise. Trezeguet était en position de hors-jeu. Brando. Bakayoko. La récupération Cristambal. Lamouchi. Il cherchait Cristambal qui avait poursuivi son effort. Suivi par Richard Martini. Le centre de Riese. Il y a David Trezeguet par-dessus Bardolado. Oh, le deuxième but. L'égalisation pour David Trezeguet, Monaco. Et encore une fois, c'est cet homme
qui vient s'imposer en renard des surfaces, le 20e but cette saison pour Trezeguet, et tout est relancé de partout. Oui, mais on le voit bien sur cette image, Grégoire, c'est du 1 contre 1 pratiquement effectivement dans la défense marseillaise, c'est ce que soulignait Laurent encore tout à l'heure. C'est un petit peu anormal quand même qu'en supériorité numérique les Marseillais se retrouvent comme ça en 1 contre 1, surtout face à des joueurs comme David Trezeguet, qui ajuste là parfaitement à la fois son contrôle et la frappe de balle pour conclure. Quelle efficacité pour Trezeguet. Et ça va nous permettre de faire le point sur les différents scénarios de Monaco dans cette rencontre. Parce que Monaco, battu de 0, pouvait encore être champion si Lyon demain perdait au Havre et si le Paris Saint-Germain ne gagnait pas à Saint-Etienne. Mais maintenant, avec ce match nul, Monaco est champion si Lyon au Havre et Paris Saint-Germain à Saint-Etienne ne gagnent pas. Ce qui est possible. En tout cas, Monaco n'est pas encore, on l'a dit en début de rencontre, assuré d'être champion. Mais il ne manque plus qu'un but maintenant, Monégasque. Ils ont 20 minutes maintenant pour l'inscrire et ils dominent actuellement. Et c'est clair que ces 2 buts de Trezeguet ont fait mal. On fait mal aux Marseillais. Sagnol. Les fautes de Patrick Blondeau, obstruction. C'est spectaculaire, mais c'est pas du tout volontaire de la part de Patrick Blondeau, qui a les bras assez hauts en équilibre pour se maintenir en équilibre et qui vient heurter le visage de Sagnol, qui d'ailleurs se relève. Et nouveau coup franc pour les Monégasques. Quelle fin de match! Les Monégasques vont-ils pousser jusqu'au bout maintenant qu'ils voient ce titre se profiler comme jamais depuis le début de cette rencontre? Et les Marseillais à 10 contre 9 auront-ils les ressources pour aller grappiller 2 points de plus, qui serait évidemment décisif sans doute dans l'espoir du maintien. Bakayoko, il a attiré 4 défenseurs sur lui, il a pu décaler Patrick Blondeau et derrière il y aura Frédéric Brando face à John Arneries, le centre de Brando, et le no corner pour l'Olympique de Marseille. Et vous attendez encore quelques minutes, bien sûr, pour donner, comme d'habitude, une note à cette rencontre. Ce sera dur d'éviter et d'oublier ces cartons rouges. Mais bon, quand même, on voit une rencontre maintenant très ouverte. Et vous pouvez voter, comme d'habitude, sur le site web de Canal ou bien par Minitel. Trezeguet. Et voilà, Dumas sans prendre le risque jusqu'à Stéphane Porato. Tête de Dacosta, Riese et Luxin qui va remettre ce ballon au sol. Et Blondeau qui a permuté, se retrouve côté droit et qui va tenter de combiner avec Frédéric Brando. Brando. Tête de Bakayoko, Jérôme Leroy au second poteau, va se retrouver face à Martin Djetou. Bonne intervention de Martin Djetou. Et finalement faute de Jérôme Leroy, que c'est difficile de contenir un monstre physique comme l'est Martin Djetou. Alors on voit la déviation de la tête intelligente de Bakayoko, qui sait que Leroy est dans son dos. Elle est un petit peu trop longue pour mettre son coéquipier dans de bonnes dispositions, mais l'intention était bonne. Riese directement sur Frédéric Brando. Et le départ de Cyril Pouget dans le dos de Dacosta. Et il va obliger Fabien Barthez à quitter ses 6 mètres. Tristan Ball. Lamouchi. Enfin, il a résisté à Bakayoko, il avait aussi résisté à Peter Luxin, Sabri Lamouchi. Et côté marseillais, il y a Moses qui va faire sa rentrée. Et pour le moment, Bernard Casoni hésite pour le joueur qui va faire sortir. Ouais, est-ce que ce sera poste pour poste ou Cyril Pouget ou Bakayoko? Peut-être qu'il hésite, je crois, à faire sortir peut-être un défensif, faire entrer un attaquant de plus. Donc je crois que c'est ça l'hésitation. Tête de Franck Dumas, Brando, Dacosta, Simonet, Lamouchi derrière lui. Ils tiennent le ballon, ils tiennent techniquement le ballon actuellement, les Monégasques.
Et la bonne intervention de la défense marseillaise. Cyril Pouget. Voilà, il avait vu le départ de Bakayoko, mais surtout celui de Jérôme Leroy qui offre beaucoup de solutions à ses coéquipiers en ce moment. Activité incessante pour l'ancien parisien et hors jeu pour Bakayoko. C'est vrai que les espaces que l'on voit de par l'infériorité, de par les expulsions des joueurs qui ne sont plus là, les espaces créés à cette occasion profitent généralement aux équipes qui techniquement maîtrisent le mieux le sujet. C'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Monaco, on connaît le jeu collectif et la qualité technique, permettent à cette équipe de Monégasque de garder le ballon plus souvent. C'était bien fait cette tentative de Bakayoko vers Cyril Pouget, mais Willy Sagnol avait lu les intentions marseillaises. À nouveau Cyril Pouget face à Martin Djetou. En tout cas en seconde période, Monaco qui n'avait tiré qu'une seule fois au but en première période, vous vous en souvenez, eh bien 6 tirs à 1 pour Monaco, à 9 contre 10 donc. Et sur les 6 tirs, il y en a 4 cadrés. Là c'est aussi une partie de la qualité technique qu'évoquait Rémi, j'imagine. Et puis de la qualité athlétique derrière aussi, cette défense qui n'a pas été mise en danger, ou très peu en seconde période. Oui, il y a un gros match, surtout en deuxième période de la part de Martin Djetou et Philippe Cristanval d'un point de vue physique. La touche obtenue par Willy Sagnol. Un petit peu moins d'un quart d'heure dans le temps réglementaire de ce Marseille-Monaco, toujours de partout. Monaco toujours à un but du sacre de champion de France. Et Marseille à un but d'une victoire qui apporterait 3 points, qui ferait tellement de bien en vue du maintien. Patrick Blondeau. Luxin, il va frapper Peter Luxin. Oh, il était bien parti. Ce ballon, il l'a vu détourner, lui, Peter Luxin. Il m'a semblé qu'il était contré, oui. Et il est contré, ils se sont parlé, l'arbitre assistant et Monsieur Sars, il est détourné par Cristanval. Et ce détournement a bien failli être terrible pour Fabien Barthez. Et la position de Luxin était intelligente dans ce genre d'action. Lorsque l'on attaque comme ça, d'avoir un joueur en recul aux 30-35 mètres qui peut servir de distributeur ou bien avoir l'occasion de frapper comme il l'a fait là. Le Roi pour le corner marseillais. Frappé un peu mollement directement sur Cristanval et se méfier des Monégasques qui ont rapidement explosé. Marco Simone lui a levé la tête, mais sa tentative est contrée par Blondeau. Vous avez l'échelle la balance des points gagnés ou perdus dans le dernier quart d'heure, Grégoire. Vous savez que Marseille très souvent a perdu des points dans ce dernier quart d'heure, 11 au total. Monaco, la balance est favorable avec 3 points gagnés. Je ne veux pas me répéter, Philippe, mais il me semble que c'est tout à fait la caractéristique d'une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet technique. Lorsque la fatigue est plus importante dans une équipe, eh bien, celle qui a les meilleurs techniciens l'emporte généralement. Ça se traduit là par les chiffres des Monégasques. Et par la domination actuelle des Rouges dans le jeu. Cristanval. Lamouchi. D'Acosta qui va prolonger jusqu'à Barthez face à Frédéric Brando. Oh, le contact dans la surface de réparation. Monsieur Sars était bien placé, il va laisser l'avantage, mais ce n'est pas terminé. Peter Luxin, il a vu Bakayoko. 1 contre 1, Bakayoko face à Fabien Barthez. Et le 3e but marseillais. Et le doublé pour Bakayoko. Marseille mène 3-2. Ouais, la grosse récupération de Frédéric Brando qui est allé chercher ce ballon dans les pieds de Francisco d'Acosta qui a un petit peu tardé. Et ensuite l'intelligence de jeu, voilà, on revoit regardez dans la détermination de Frédéric Brando qui va ensuite se heurter à Fabien Barthez. Il va continuer, il va sortir vainqueur de ce duel une nouvelle fois, Frédéric Brando. Et le ballon qui va revenir dans les pieds d'Ibrahima Bakayoko pour inscrire là le 3e but marseillais. Et encore entre les jambes de Fabien Barthez, et c'est de la folie. Maurice, Pérez, Dalma, Pires, et ils ont explosé tous ensemble, les blessés ou les suspendus marseillais. Et Moses, le Galéen, va remplacer Cyril Pouget pour les dernières minutes. Mitterrand.
Ah non, c'est ça, il y avait le changement, excusez-moi. Non, mais Moses s'est trompé de côté, il était rentré à les Monégasques. Donc. Ça y est, il a réagi. Il aime bien l'équilibre, alors. On en reste à 10 contre 9. Et surtout à ce troisième but si important d'Ibrahima Bakayoko. Encore 10 minutes. Luxin. Moses. Leroy. Bakayoko encore la prise de balle, il résiste à Dacosta et a pu transmettre à Blondeau maintenant. Frédéric Brando, contré par Lamouchi. Luxin. Brando qui va chercher Arthur Mosiz. Alors on revoit le beau geste technique d'Ibrahima Bakayoko qui ouvre bien son pied pour venir battre Fabien Barthez. Mais la joie de Stéphane Porato évidemment. De l'autre côté, à l'autre bout du terrain, Frédéric Brando. Il faute de Lamouchi. Ouais, Greg, je suis avec Cyril Pouget. Cyril, quand on a mis 2-0 dans une rencontre comme ça, est-ce qu'à 3-2 on continue à être méfiant? Bien sûr qu'on est méfiant parce qu'on a très mal géré la situation à 2-0 et tant que le match n'est pas terminé, il faudra se méfier de ces Monégasques qui ont fait une super deuxième mi-temps en étant un joueur de moins. Vous pensez qu'il y a eu un problème tactique? Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur le terrain? Oh, Bakayoko! Oh, pas de faute, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est un problème tactique, mais les Monégasques ont bien joué le coup. Ils ont laissé le seul Trezeguet en pointe. Ils ont joué de longs ballons sur lui et il a mis 2 beaux buts. Je pense qu'on a très mal géré la situation, je ne sais pas pourquoi. Il faudra faire attention la prochaine fois. Ok, merci. Lamouchi, et c'est parti de l'autre côté. Avec Sabri Lamouchi, il ira peut-être jusqu'au bout pour centrer. Bonne prise de balle de Porato qui avait bien bouché l'angle. Dégagement de la Bardonado. Et Barthez obligé d'hésiter parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions pour sa relance. Pressé par Arthur Mosiz. Et sortie de Porato juste devant Willy Sagnol avec Jérôme Leroy. Alors qu'il y a un feu d'artifice qui est en train d'exploser dans le ciel au-dessus du stade Vélodrome. On allait vous en parler pour la fin de match éventuellement parce qu'il était prévu ce feu d'artifice dans le stade Vélodrome en cas de victoire de l'Olympique de Marseille. Et il est déclenché pour l'instant une minute trop tôt en espérant qu'il ne sera pas un porte-malheur pour ces Marseillais toujours en tête au score. Sagnol. Parce que malheureusement, ce genre de choses arrive assez régulièrement. Tête de Riese. Brando. Et encore un effort, il est obligé de courber les chines. Ibrahima Bakayoko, il aura couru pendant 83 minutes. Et cette fois-ci... Côté Monégasque, oui. Perchaud qui va rentrer à la place de Trezeguet. Un changement classique côté Monégasque. L'entrée de Dado Perchaud à la place du double buteur du jour. Maintenant à 20 buts. David Trezeguet. Mais il reste 7 minutes dans cette rencontre. Les Marseillais qui vont peut-être nous faire mentir sur les statistiques que nous avons données tout à l'heure sur les points gagnés dans le dernier quart d'heure. Perso, Sagnol. Et l'intervention d'Uma qui aura en plus le bénéfice derrière de la remise en jeu. Oui, il nous ferait totalement mentir parce que c'est même la première fois qu'il gagne des points dans un dernier quart d'heure. Et ce serait 2 d'un coup, évidemment, en passant de 1 à 3 points grâce à ce but de Bakayoko. Mais je pense que si on leur avait donné le choix de choisir le match où il fallait gagner des points dans un quart d'heure, je suis sûr qu'ils auraient tous choisi celui-là. Une remarque aussi, seules 2 équipes jusqu'ici avaient mis 3 buts au futur champion de France, c'était Bordeaux et Strasbourg, à chaque fois 3-2. Et puis malheureusement, Majorque,
2004. Ah oui, pardon, oui. Aussi en Coupe d'Europe. J'avais malheureusement oublié. C'était en Coupe de l'UEFA. Relance de Barthez vers Francisco da Costa. Riese. Christian Val. Et appel de balle de Dado Perso. Christian Val a vu le déplacement de son attaquant, mais trouve directement la tête de Franck Dumas. Da Costa encore une fois. Cette fois-ci, il cherchait Simonet. Oh, mauvais dégagement de Martini. Il peut profiter à Dado Perso, suivi par Abardonado. Et ce sera une sortie de but pour Porato. Il y a de la fatigue, hein. Il y a de la fatigue quand on regarde ces grands plans, Rémi, de la fatigue sur le visage de Franck Dumas, de la fatigue dans l'expression d'Abardonado. Oui, parce qu'il y a non seulement de la fatigue physique, mais il y a la fatigue nerveuse et mentale d'un match éprouvant pour les joueurs. Ouais. L'intervention de Frédéric Brando sur Sabri Lamouchi, en cédant au départ de la main. Et coup franc pour Monaco. Il était beau aussi ce geste de Marco Simonet. Voilà la mimine de Frédéric Brando. Marseille dont la dernière victoire remonte au 29 février. Et c'était face à Chelsea en en Ligue des Champions. Alors que pour ce qui concerne le championnat de France, pour remonter au 15 février. Et cette large victoire face au Paris Saint-Germain, ici au Vélodrome. Greg, je suis en compagnie de David Trezeguet. David, on peut dire qu'en deuxième mi-temps, le jeu a retrouvé sa place dans ce match. Bien sûr, je trouve que en deuxième mi-temps, on a fait un très bon match. Dommage que après qu'on ait égalisé, une erreur individuelle encore, ça nous coûte 3 points. Mais bon, le plus positif, c'est qu'on a démontré pourquoi on est premier, et même à 9, on a montré des qualités. Même si Marseille aussi font un très bon match. Vous pensez que le match est déjà perdu, même s'il reste 4 minutes? Vous sentez que les Marseillais maintenant ne vont pas lâcher le morceau? À mon avis, on avait fait le plus difficile, c'était d'égaliser. On avait la possibilité peut-être même de prendre les 3 points. Là, ils sont en confiance, ça va être très difficile. Mais bon, le match c'est 90 minutes et plus, ça veut dire qu'il faut continuer avec l'envie d'essayer au moins d'égaliser. C'est dur quand on a marqué 2 buts dans un match de laisser tomber les collègues? Bien sûr, mais bon, c'est un choix tactique, il faut l'accepter. Et ça n'avait pas très envie de sortir, mais bon, des fois il faut l'accepter, c'est comme ça. Et bon, il faut tourner la page. Ok, merci David, super. Et Bakayoko encore dangereux. Il avait tenté le lob à l'instant sur Fabien Barthez. On pourra épiloguer pendant des jours encore, et je pense que nos confrères et télé et radio et dans la presse s'en chargeront. Ils auront raison de le faire sur ce qui s'est passé en première période, sur les expulsions, sur le non-jeu à un moment donné. Mais on pourra aussi parler du jeu et parler de ces sourires, parce qu'heureusement il reste de telles images, et heureusement ce Marseille-Monaco nous en a offert quelques-unes. Et il reste 2 minutes, il reste encore 2 minutes pour des Marseillais. Et ça transparaissait un peu d'ailleurs dans l'interview à l'instant de David Trezeguet. Il s'est bête de lâcher 3 points. On a quand même dû dire qu'il restait 5 minutes, David Trezeguet, et que les chances monégasques n'étaient pas complètement mortes. Sagnol. Ouais, s'est débarrassé de Peter Luxin face à Jérôme Leroy maintenant. Willy Sagnol. C'est beau, Jean-Paul, un ballon qui roule. C'est très très beau. Ah oui, il y avait des joueurs. Et des papiers. Voilà, on va le laisser rouler jusqu'au bout et retrouver Stéphane Porato pour la dernière minute du temps réglementaire. Tête de Willy Sagnol. Leroy. Moses. Cette frappe de Philippe Brando, de Frédéric Brando.
Oui, c'est vrai, c'est lui qui avait été à l'origine de la récupération de balles du troisième but. Et puis là, il se trouve à la conclusion d'un beau mouvement collectif marseillais. Frédéric Brando qui va récupérer le ballon à une trentaine de mètres de son but. Il jette un coup d'œil derrière pour voir s'il est seul. Il a le temps d'armer sa frappe. Et là, elle est pure, elle est parfaite. Fabien Barthez, un petit peu gêné au départ. Il ne voit pas exactement quand le ballon va partir. Par contre, on voit l'équilibre parfait dans la frappe de Frédéric Brando. Il la touche du bout des doigts, Fabien Barthez, mais pas assez franchement pour en inverser la trajectoire. Oh, quelle joie de Frédéric Brando qui avait sûrement dû garder un souvenir difficile de son match aller. Il avait été exclu, il avait laissé ses partenaires à 10 contre 11 monégasques au stade Louis II. Et lui, il avait envie jusqu'au bout. Ce duo Brando-Bakayoko aura ce soir permis à l'Olympique de Marseille d'inscrire 4 buts. On n'oublie pas Cyril Pouget évidemment. Mais c'est vrai que là, on va se rendre à l'analyse précédente de David Trezeguet. Les 3 points sont partis. Ils viennent de filer pour Monaco définitivement. Blondeau. Et puis pour ceux qui suivent le national, des résultats de la 32e journée des matchs avancés. Match nul entre Beauvais et Angers, 1 partout. Et victoire de Pau, 2-1 face au Red Star. Qui aura quand même connu bien des malheurs en l'espace d'une semaine avec son élimination en Coupe de la Ligue face à Guignon. Et cette nouvelle défaite en championnat national sur le terrain de Pau. Profiter de l'ambiance Vélodrome parce que c'est clair, il restera un match ici face à Nancy, mais ce Marseille-Monaco était pour le public la dernière occasion de s'offrir cette saison un match de gala, comme on dit. Et même si on l'avait dit avant le match, Grégoire, le maintien n'est pas mathématiquement assuré pour cette équipe de Marseille. Il s'agit d'une grosse bouffée d'oxygène et effectivement pour les 4 derniers matchs restants. Les 4 derniers matchs, on les connaît. C'est un déplacement à Nantes, c'est encore un déplacement à Auxerre, ce sera la réception de Nancy, et puis lors de la dernière journée, un déplacement au stade Émile Albo à Sedan. On vous rappelle bien sûr que les 2 dernières journées seront pratiquement comme chaque saison des multiplex sur antenne de Canal. Et on vous rappelle aussi que la semaine prochaine, c'est un match aussi à tension, comme on dit, et on espère qu'on verra du jeu et uniquement du jeu ce soir-là du côté de Gerland, vendredi prochain entre Lyon et Saint-Etienne. Marco Simonet pour le dernier coup franc de cette rencontre en faveur de Monaco. C'est repoussé par Franck Dumas. Nouvelle tête de Lamouchi. Centre de Christenval, dégagement de Martini. Et les dernières secondes de possession de balle seront en faveur des Marseillais. Accélération de Jérôme Leroy, lui aussi avait des jambes jusqu'au bout. Ah, il va tenter le lob sur Fabien Barthez au-dessus de la transversale monégasque. Je ne suis pas sûr que Fabien Barthez n'ait pas appâté pratiquement Jérôme Leroy sur ce coup-là, car le gardien monégasque revenait dans son but. C'est terminé sur cette victoire. 4-2 de l'Olympique de Marseille, doublé d'Ibrahim Bakayoko, but de Cyril Pouget qui avait ouvert le score en première période, et le 4e pour Brando contre un doublé de Trezeguet. On ne retiendra que ça, que les buts, que cette joie, mais on n'oubliera pas ce qui s'est passé en première période. Et d'ailleurs, Monsieur Sars va s'en expliquer dans quelques secondes. Il a donné son accord et en cela il est très professionnel, l'arbitre de la rencontre, Alain Sars. Il a donné son accord pour expliquer tout simplement ses décisions. Dans quelques secondes à Vincent Alix, profitons, nous, de ces images de bonheur pour Bakayoko. Greg, oui, Laurent. Je n'entends pas du tout là. Je suis avec Peter Luxin. Allons-y. C'est bon, on peut y aller. Oui. Peter, dans cette année noire, on va dire que ce succès était presque indispensable et qu'on a vu que du blanc ce soir sur le terrain. Ah mais c'est sûr, on va livrer 5 derniers matchs épouvantables pour nous, mais qui peuvent
peuvent bien se réaliser. Donc maintenant, ça va être à nous de bien gérer les matchs comme on a pu le faire ce soir. C'est vrai qu'il y a eu un point noir aujourd'hui, ça a été les expéditions, mais bon, je pense qu'il y a eu quand même un beau spectacle. Victoire ce soir avant tout sur Monaco ou sur vous-même? Sur les deux, même si on sait que Monaco est champion, même à 9, ils nous ont quand même donné du fil à retordre. Donc c'était le champion contre une équipe qui se battait pour ne pas descendre. Et je pense qu'on a bien réalisé ce match. La mobilisation générale ce soir, est-ce qu'elle vous a poussé aussi à la victoire quand vous étiez 2-2? Ah oui, parce que bon, on menait 2-0. Et ils sont revenus à 2-2, donc on savait qu'on laissait passer une chance de bien revenir. Donc on a poussé, il y a le public qui nous a poussé, donc on est content. Merci. Ouais, le public a poussé. Et nous on revoit les 2 buts de David Trezeguet et les réponses d'Ibrahima Bakayoko. Et surtout cette superbe frappe de Frédéric Brando qui restera comme peut-être certainement le plus beau geste technique de la soirée, tant la frappe du Marseillais est pure. Ouais, il est magnifique ce but de Frédéric Brando. Et pourtant, hein, dans les conditions dans lesquelles les Marseillais ont préparé cette rencontre étaient plutôt difficiles. Ils ont fait un match amical contre Montpellier à Carpentras et ils étaient menés 3-0 à la mi-temps. Finalement, ils sont battus 3-2 par Montpellier, mais pas de quoi se rassurer vraiment en vue de ce match contre Monaco. Et puis tout ce qui s'était passé dans la presse, la pression positive ou négative, ça chacun l'interprète comme il veut. Mais ils s'en sont bien sortis les Marseillais et Frédéric Brando. Oui, Laurent avec Abardonado. Ouais, Abardonado avec les 2 Marseillais. Ouais, les 2 Marseillais. Je crois que pour vous ce soir, ça va rester encore un souvenir inoubliable par rapport à l'effort que vous avez fourni et avec cette victoire. C'est la folie, hein. Vraiment la folie. Il nous fallait ce match pour continuer. On va continuer maintenant, essayer de continuer sur une lancée. Et voilà. En plus, on est de Marseille, ça fait plaisir de voir ce stade plein à 62 000 personnes qui nous encouragent que de la première à la 90e minute, c'est formidable. Justement, dans des saisons difficiles comme ça, est-ce qu'on apprend vite? Et voilà, apprend vite, surtout on n'a pas beaucoup de temps de la réflexion. Il faut qu'on joue le coup à fond. Et ces 3 points ce soir sont les bienvenus parce qu'on en a vraiment besoin. Il ne faut pas oublier que ce soir, vous avez pris au marquage Trezeguet et Simonet. Je crois que vous avez tenu aussi votre rôle à fond là-dedans. C'était vraiment 2 cocos et je pense qu'on a fait un bon match, moi, Pancho et moi. Ouais, c'est vrai que c'était un peu difficile, c'est chargé, mais c'est bien content. Un petit message, c'est à mon oncle qui est en haut au ciel qui nous regarde. Ok, merci à tous les 2. Voilà, Martini, Abardonado, les 2 Marseillais. Il leur a mis sans doute des cierges venus de Lourdes directement chez lui, Jacques Abardonado. Et voilà le classement. Donc mathématiquement, Rémi, Monaco n'est pas encore champion de France. Et souligner aussi, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, mais quand même cette victoire de Bordeaux. Est-ce qu'on peut revenir sur le classement? Bon, on va revoir une dernière fois cette frappe de Bordeaux. Mais Jean-Paul, j'aimerais bien revoir le classement de la première partie déjà, pour souligner donc la 4e victoire consécutive de Bordeaux tout à l'heure à Sedan. Résultat, Bordeaux se replace comme jamais. Oui, avant la journée de demain, évidemment, mais cette victoire bordelaise est importante et celle de Marseille l'est probablement encore plus pour la course au maintien, puisque les Marseillais s'éloignent quand même relativement des 3 places des relégables. Ouais, 4 points d'avance maintenant sur Nancy, qui évidemment jouera demain. Et comme prévu, le stade Vélodrome s'est totalement éteint pour laisser place à un feu d'artifice qui était prévu dès le départ de la rencontre. On espéra pour les Marseillais qu'il ne leur portera pas malheur et que les Marseillais parviendront à se maintenir en première division. On souhaite aussi la même chose évidemment à Nancy, au Havre et pourquoi pas à Montpellier, mais ça ce sera un petit peu plus difficile d'ici la fin de cette saison. Alors, est-ce qu'il y a des caméras dans les vestiaires et éventuellement